Bon. Alors, bonjour, j'espère que, bien que l'heure soit plus favorable à la sieste... Ouh, est-ce que vous m'entendez bien là? J'ai peur que l'heure soit plus favorable à la sieste après cette petite pause que au syndrome dysexécutif ou trouble déficitaire de l'attention. Donc là, j'ai mis sur la dia les deux éléments en même temps, avec l'idée qu'on allait parler de l'ensemble, parce que finalement, ces raffinements, on va dire diagnostiques, ont peu d'influence sur ce qui se passe en classe, ou ce qui se passe à la maison, ou ce qui se passe en rééducation, comme disent les enfants, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, de toute façon, il y a des problèmes avec les apprentissages, il y a des problèmes dans la vie sociale, et il y a des problèmes dans l'insertion professionnelle. Donc mon intervention complète bien sûr celle d'Alain Pouet ce matin, et va être beaucoup plus, on va dire, pratico-pratique. Parce que notre objectif, c'est bien tout ça. C'est très important de faire les diagnostics, de les faire le plus précocement possible, pas du tout pour écrire tel ou tel joli mot dans les dossiers, mais évidemment pour pouvoir porter secours à ces enfants qui en ont vraiment grand besoin. Alors, mon petit plan. D'abord, un tout petit, je vais appeler ça, c'est un peu prétentieux, aspect neurocognitif, ça veut dire généralité en fait. Une introduction, ça veut dire généralité. Donc, favoriser les apprentissages, favoriser l'insertion sociale, et puis un petit topo sur l'âge adulte. Et je vous dirai pourquoi c'est un petit topo, c'est pas pour rien, c'est pas parce que je veux pas vous en parler, vous allez voir. Alors, on va commencer donc par les généralités de l'introduction. Juste un petit rappel, mais vous allez me dire non, c'était pas utile. En fait, on s'est bien coordonné avec Alain Pouet. L'idée, c'est de dire exactement ce qu'a dit Alain ce matin, mais à l'envers. C'est-à-dire de vous dire, attention, il y a un certain nombre d'enfants pour lesquels les troubles qui se manifestent à l'école et qu'on appelle d'abord dyslexie, dyspraxie, dysmachin, dystruc, ne sont pas vraiment des vraies dyslexies, des vraies dyspraxies, des vrais dystrucs, comme décrit dans les livres, mais en fait sont la diffusion dans les apprentissages des troubles secondaires à un déficit FE, c'est les fonctions exécutives, à un trouble déficitaire de l'attention. Vous voyez bien qu'on a utilisé l'un ou l'autre mot pour, ici sans se poser de questions. Donc on l'a dit ce matin, le diagnostic repose sur l'examen clinique. Ça veut dire que l'enfant qui ne sait pas lire, on peut pas, à 10 ans, il ne sait pas bien lire comme il devrait en fonction de son niveau intellectuel, etc., etc. On ne peut pas forcément dire qu'il a une dyslexie. Ce n'est pas le même cliniquement. Il ne s'y prend pas de la même façon pour ne pas savoir lire. S'il a une vraie dyslexie phonologique, je ne sais pas si je vous parle un petit peu, ou cliniquement, il s'y prend très différemment s'il ne sait pas lire parce qu'il a une dyslexie liée à un trouble des fonctions exécutives. Donc, le diagnostic, c'est exactement les dernières dias que vous a montré tout à l'heure Alain Pouet. Ça repose sur l'examen clinique, une espèce de tonalité particulière des erreurs et des échecs. L'enfant a toujours l'impression qu'il fait n'importe quoi. Ça veut dire que ces erreurs ne sont pas consistantes. On n'arrive pas à dire toutes ces erreurs-là, c'est parce qu'il a un problème phonologique. Ou toutes ces erreurs-là, c'est parce qu'il a un problème visio-spatial. Ou toutes ces erreurs-là, c'est un problème gestuel. C'est n'importe quoi. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez le principe, le concept du n'importe quoi. Avec les persévérations et la rigidité mentale. Et ça s'accompagne d'un comportement particulier. C'est un enfant qui est trop familier ou trop réservé, qui va du coq à l'âne, qui s'occupe de 1000 choses à la fois, qui passe d'un truc à l'autre, qui n'arrive pas à commencer son boulot, mais qui n'arrive pas non plus à le finir. Enfin, c'est l'enfer. Donc, c'est le bilan des fonctions exécutives qui va nous permettre de faire ça. Et ce diagnostic de TDA ou trouble des fonctions exécutives, maintenant j'emploie l'un ou l'autre terme de façon sans faire attention, va avoir un impact très important sur PEC, c'est la prise en charge, parce qu'évidemment, si je pense que l'enfant il a une dyslexie parce qu'il a un trouble phonologique, la dyslexie, on va dire classique, telle qu'on l'a décrite pendant des années, si je suis orthophoniste ou logopédiste, évidemment, je vais travailler la phonologie. Mais si je dis la dyslexie de cet enfant, ce n'est pas un trouble phonologique, c'est en amont un trouble de la gestion générale de ses fonctions cognitives qui l'empêchent d'apprendre à lire, alors je vais avoir
complètement une autre orientation sur la prise en charge. Voilà. Et comme on va parler que de la prise en charge. Alors, très important quand même, je voulais donner, toujours dans mon introduction, insister sur cet aspect, il faut que les pédagogues sachent comme leur action est fondamentale. Parce que c'est 6 heures par jour pendant non seulement toute une année scolaire, c'est-à-dire 27 à 29 semaines par an selon les pays, mais pendant plusieurs années de suite. Donc c'est un problème et que c'est vraiment fondamental. Et d'autre part, il y a un impact direct de la pédagogie, des apprentissages, des rééducations sur l'organisation cérébrale de l'enfant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est extrêmement important de faire ces diagnostics précocement. C'est pas juste pour faire plus vite, pour faire plus tôt. C'est parce que ça a un impact. Donc, ça, j'aime beaucoup cette phrase, qui n'est pas de moi, bien sûr, malheureusement, qui est de Stanislas Dehaene, qui dit « L'apprentissage change le cerveau ». En fait, c'est même pas une phrase ni de lui, ni de personne. C'est une constatation. C'est comme ça. Le fait d'apprendre modifie les interconnexions entre les neurones et donc change sur le plan physique et biologique le cerveau. Et la façon dont on apprend ou dont on n'apprend pas modifie le cerveau. Donc il y a un gros impact des choix pédagogiques. La façon pédagogique au sens large, je pense aux rééducateurs. Hein, c'est une forme de pédagogie, si les enseignants permettent d'utiliser ce terme aussi pour les rééducateurs, de savoir comment on va transmettre certaines nouvelles façons de faire, nouvelles façons d'être à cet enfant en difficulté. Donc selon qu'on choisit, par exemple, on l'a montré, hein, ce que je veux vous dire là, c'est que ce n'est pas des croyances. Ça a été montré sur le plan scientifique, c'est ça que je veux dire. En particulier, vous savez maintenant, par des IRM fonctionnels, hein, on regarde comment réagissent certaines régions cérébrales ou certains réseaux de neurones selon la façon dont on fait. Eh bien, par exemple, en maths, si on travaille plutôt ce qu'on appelle, vous savez, des petits drills. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des petits trucs, c'est un peu comme dans les tables de multiplication, etc. Des petites séries un peu toujours du même ordre, hein, très très vite et très... Ou bien si au contraire on fait réfléchir l'enfant à un certain nombre de stratégies, à planifier un raisonnement, etc., sur les mêmes contenus, hein, c'est-à-dire sur le même fond, eh bien on se rend compte que ce n'est pas du tout les mêmes régions cérébrales qui travaillent et qu'elles ne communiquent pas entre elles de la même façon. Alors, de la même façon, si, je vous montrerai ce qu'on appelle un enseignement versus inhibition, c'est-à-dire un enseignement où l'on travaille les fonctions d'inhibition dont a parlé Alain ce matin, c'est-à-dire un enseignement où justement on fait très attention toujours à mettre l'enfant en garde contre sa réponse impulsive, sa réponse non inhibée, la réponse qui vient en premier. Pareil, ce n'est pas la même chose en lecture, si on fait un travail, vous le savez, d'apprentissage de la lecture par des méthodes strictement phonologiques ou au contraire des méthodes entre guillemets globales. Hein, vous savez qu'on a montré là, récemment que quand on veut apprendre des mots nouveaux à des enfants ou à des adultes d'ailleurs par des méthodes entre guillemets globales, hein, c'est essentiellement l'hémisphère droit qui est sollicité, ce qui n'est pas le cas dans l'apprentissage plus phonologique, alphabétique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a donc un impact direct de ce qu'on propose à l'enfant à l'école. Hein, il ne faut pas croire, l'enfant il n'arrive pas tel qu'il est, et puis on va enfourner des tas de connaissances. Malheureusement, ça ne marche pas du tout comme ça serait plus simple évidemment. Et l'enfant, au fur et à mesure des apprentissages et de la scolarité, lui-même il est transformé par ses apprentissages, par la façon dont on les lui propose et dont il peut ou non s'en emparer. Et à l'inverse donc, quand on ne sollicite pas certains réseaux de neurones, eh bien, vous savez que les connexions sont affaiblies, voire même elles peuvent disparaître, et les neurones peuvent même mourir. Bon, ça, c'est pas dramatique, à cause qu'il n'y en ait pas trop, mais je veux dire, c'est un phénomène normal dans le cerveau. Donc, quand on sollicite certains réseaux, on les renforce, et quand, au contraire, on n'en sollicite pas d'autres, eh bien, ils s'affaiblissent. Donc, les choix pédagogiques, c'est pas juste pour faire plaisir aux enfants, ou c'est pas juste parce que c'est la mode, ou c'est pas juste je sais pas quoi, c'est parce que ça a un impact direct sur l'évolution de l'enfant. Alors, dernière chose, en ce qui concerne la scolarité, les apprentissages et le cerveau, l'apprentissage c'est donc un continuum, c'est-à-dire que c'est quelque chose, si vous voulez, qui dans le cerveau de l'enfant se construit petit à petit, ces renforcements de connexion, ou au contraire ces abandons de certains réseaux. C'est pas il sait ou il ne sait pas.
quand l'enfant ne sait pas, il peut être en train de construire quelque chose. Et le résultat n'est pas encore abouti. Ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est pas il a bon ou il a faux, il sait ou il ne sait pas, il a compris, il n'a pas compris, il a appris, il n'a pas appris, il a mémorisé, il n'a pas mémorisé. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est un continuum et c'est aussi pourquoi certaines stratégies thérapeutiques, quand elles sont plus recommandées que d'autres, l'important, c'est qu'elles puissent être prodiguées à ces enfants dans la continuité. Voilà, dans le temps, c'est ça que je veux dire. Alors, l'importance, très important ça aussi en général en ce qui concerne les apprentissages chez l'enfant, très très important, l'importance de ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire le retour qui est donné à l'enfant sur sa performance. Il s'est trompé, il ne s'est pas trompé, c'était ça qu'on attendait, c'était pas ça qu'on attendait, etc. Quel retour il en a, et en particulier en termes de circuit de la récompense, vous savez que c'est le grand truc. Alors, il y a là même, c'est pour vous amuser, c'est pour vous montrer, là encore, ce que je vais vous montrer, c'est que ce que je vais raconter, ça a l'air assez trivial, hein, c'est mieux, c'est plus sympa, évidemment, si on a des retours positifs, que ce soit à l'école ou en rééducation, que si on a des retours négatifs. Mais la question n'est pas là. Elle n'est pas seulement qu'il faut être sympa avec les enfants. Je veux dire, c'est pas une espèce de démagogie sympathique avec les enfants. On a montré qu'il y a une efficacité du feedback positif. Donc, FB, là, ça veut dire feedback. Hein. En particulier, donc, je ne sais plus ce qu'on demandait aux enfants. C'était la même chose. Et on leur demandait, donc, je ne sais plus ce que c'était, je crois, un petit problème de maths qui était infaisable. Hein. Donc, il n'y arrivait pas. Et donc, à certains, on disait, écoute, je vois que tu n'es pas allé tout à fait jusqu'au bout, mais tu es vraiment dans la bonne direction. C'est une bonne idée ce que tu as commencé à faire, mais tu n'es pas allé au bout, mais c'est vraiment une très bonne idée. Puis à d'autres, on disait, bah écoute, non, tu as échoué, c'est pas du tout ça, tu as raté. Bon. Donc, vous voyez que même, ça peut être... Et donc, ce qui était très intéressant, donc ça se faisait, c'était une étude en IRM fonctionnel, et donc ce qu'on a montré, c'est que quand le feedback est négatif, je veux dire l'importance, excusez-moi, du feedback positif est d'autant plus important que l'enfant est jeune. Quand les enfants sont jeunes, c'est ce que veut dire ça, dans ce petit protocole-là, hein, qui n'est pas évidemment représentatif de toutes les situations d'apprentissage des enfants. Hein. Dans ce petit protocole, il montrait que quand l'enfant est jeune, l'influence du feedback positif était fondamentale pour l'apprentissage chez les enfants. Et au contraire, le feedback négatif ne leur permettait pas de continuer la réflexion et d'aller au bout de la tâche qui leur était demandée, alors que le feedback positif leur permettait d'aller au bout de la tâche demandée dans de très bonnes conditions. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça a été surtout dans leur... Ah non, non, c'est pas ça. Au secours. Ah non, pardon. C'était ça. Oui, bon... À force d'appuyer sur tous les boutons, Gudule, ça ne va pas le faire. Alors, ce qui était important, c'était de montrer qu'effectivement, en fait, il y avait un gradient selon l'âge. Et qu'il y a un certain âge, dans cette petite expérimentation-là, où finalement, quel que soit le feedback, les gens ont construit déjà antérieurement assez de choses solides pour finalement continuer la tâche, y compris quand ils ont un feedback négatif. Mais ce n'est pas le cas chez les jeunes. Et en fait, après le feedback négatif, on observait un lâchage attentionnel. Hein, il y avait un désintérêt. De toute façon, puisque je ne peux pas, et puisque je suis nul, et puisque je n'y arrive pas, eh ben c'est bon. Donc ça, c'est très, très important. Et je crois que c'est quelque chose, je l'ai mis en introduction, mais il ne faudrait pas l'oublier tout au long de mon topo, de se rappeler qu'en permanence, ça ne veut pas dire, faites bien attention, qu'il faut tout le temps dire à l'enfant, « Ah, comme c'est bien ce que tu as fait, mon petit chéri !» C'est pas du tout ça. Hein, le feedback, non, parce que bon, quand il fait n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut lui renvoyer un feedback vrai, véridique, sincère, de façon à ce qu'il puisse en faire quelque chose, mais qui ne soit pas dans la punition, la critique, la mise en cause de sa propre valeur ou de ses propres capacités. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est tout un travail, parce qu'on n'a pas tous non plus notre petite auréole bien briquée tous les matins, hein. Il y a des jours où... bon. Mais dans l'ensemble, c'est à ça qu'il faut qu'on s'attelle tous. Alors, d'autres déterminants
de l'efficacité des apprentissages, on l'a dit ce matin, c'est l'attention, hein, se mettre en projet, c'est-à-dire se dire, attends, là, on arrive à l'école, on arrive chez la logopédiste, j'ai tendance à dire logopède, mais non, la logopédiste, et puis d'abord on est là, on a envie de papoter avec les copains, les camarades, etc. Et puis tout d'un coup on se dit, attends, bon maintenant on s'occupe de ceci, on s'occupe de cela, c'est-à-dire qu'on se met en projet de se coordonner avec le projet de l'adulte. C'est essentiellement ça, aussi bien les épisodes de remédiation, de rééducation que l'école. Hein, l'enfant, il vient pas pour faire ce qu'il veut quand il veut, malheureusement, c'est pas du tout ça le projet. Il faut qu'il soit capable, à un moment donné, de s'intéresser, de rentrer dans le projet de l'adulte, qui n'est pas le sien. Ça, c'est ça que ça veut dire, se mettre en projet. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'il soit bien, qu'il puisse conscientiser quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'il vient faire, c'est pourquoi. Et vous savez que malheureusement, il y a un certain nombre d'enfants qui ne savent pas ce qu'ils viennent faire, ni en remédiation, ni à l'école. Moi, je connais, c'est uniquement en Île-de-France, dans la région parisienne, des enfants, je dis, tu vas, bah oui, je vais chez l'orthophoniste 2 fois par semaine, d'accord. Et tu fais, je vais chez Arlette, d'accord. Et tu fais quoi avec Arlette? Bah, je joue, oui, c'est très bien. Et pourquoi est-ce que tu vas jouer chez Arlette? Ben ça, je sais pas trop, parce que moi, j'aime mieux jouer avec mes copains. Hein. Bon. Donc ça va pas. Ça, déjà, ça va pas. Qu'il y a joué, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Hein, autant s'amuser que de s'embêter. Mais il faut qu'il sache pourquoi. Et pareil à l'école. Quel est l'objectif, là, tout de suite, de cette leçon? Et donc, quelles sont les informations? J'ai mis en ligne, online, là, tout de suite, en ce moment, auxquelles je dois faire attention. Le deuxième déterminant de l'efficacité d'un apprentissage, c'est la vitesse de traitement des informations. Si l'enfant traite trop lentement les informations, il ne peut pas les traiter. C'est le problème de la mémoire de travail dont vous a parlé Alain ce matin. C'est un lien très important. Donc si, par exemple, l'enfant déchiffre trop lentement, ou si entre le moment où vous dites le début de la phrase, et attends, qu'est-ce qu'elle dit, la maîtresse, elle a employé une triple négation, il a perdu le truc avant que la maîtresse ait fini la phrase. Donc ça ne va pas. D'où l'intérêt très important dont a parlé Alain ce matin, de routiniser les traitements de fond, les traitements de base. C'est extrêmement important qu'ils se passent rapidement, sans trop d'attention. Et après, bien sûr, on va dire attention, ce qui est routinier et automatique, il va falloir l'inhiber. Vous suivez toujours, hein, c'est ce qu'on a dit ce matin. Je vais le dire aussi, bien sûr. Bon. D'où l'intérêt des petits drills, des répétitions, des entraînements. Gérer la mémoire à long terme, ça veut dire que les éléments qu'on doit mémoriser, ils doivent être organisés. Ça ne doit pas être le fouillis. Il y a plein de façons d'organiser, on va en reparler, les schémas, des cartes mentales, des listes, faire des regroupements conceptuels, etc. Il y a plein de façons de faire. Toutes sont bonnes, pas pour tous les éléments, hein, ça dépend ce qu'on fait, mais il faut absolument le faire. Il faut le faire pour l'enfant. Plus il est jeune, plus il faut que ce soit l'adulte qui propose un modèle d'organisation en mémoire à long terme. Et puis petit à petit, l'enfant va s'en emparer et lui-même organiser les informations. Il faut faire du lien entre les éléments. Et bien sûr, il ne faut pas que dans ces éléments de mémoire à long terme interfèrent des éléments de distractibilité qui n'ont rien à y voir. Enfin, on l'a redit, donc je redis ce qu'a dit Alain ce matin, mais autrement, hein, mais très important pour l'efficacité des apprentissages, la flexibilité des stratégies. On ne peut pas retenir de la même façon une liste de courses et puis un raisonnement en géométrie. Je veux dire, bon, faut quand même, voilà. Et puis on va travailler ça. Donc, est-ce qu'on pourrait s'y prendre autrement pour faire la même chose, ou est-ce qu'on peut trouver un résultat différent avec les mêmes données, etc. Donc ça, c'est vraiment 4 éléments, plus le feedback positif, qu'il faut avoir en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, on va en reparler maintenant, je vais les détailler un petit peu. Donc, comment favoriser les apprentissages chez ces enfants? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit logo-là, parce que moi, je le visualise bien comme ça, quand même, notre élève un peu tada, quoi, on va dire, un tout petit peu. Hein, un tout petit peu. Alors, comment on va faire? Alors, très important, vous allez voir, je vous donnerai la référence après, il s'agit de choses très, très concrètes.
que travaille Pierre-Paul Gagné, qui, vous savez, est un Canadien de Montréal, qui a un esprit d'une efficacité exceptionnelle. Et donc, je me suis plus qu'inspirée, j'ai repris carrément son travail. Non, mais quand c'est génial... Non, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a... Je ne veux pas faire plus génial que Pierre-Paul Gagné, je crois pas. Il faut savoir reconnaître ses limites. Hein. Alors, il nous dit apprendre, ça nécessite quand même pas mal de choses. Et donc, on va reprendre ces différentes choses, ces différentes fonctions, et comment on peut les travailler, soit en rééducation, soit en classe. Évidemment, en classe, la situation est très différente parce qu'on a un grand groupe, avec une grande hétérogénéité dans le groupe. En rééducation, soit on a un enfant tout seul, donc il n'est pas hétérogène, il est comme il est, soit on fait un petit groupe d'enfants justement où on choisit de faire ce groupe-là avec une certaine efficacité. Donc on va passer de l'activation de l'attention et des fonctions exécutives, les fonctions d'inhibition dont Alain vous a beaucoup parlé ce matin, la flexibilité mentale, la planification et l'organisation des stratégies mentales, la mémoire de travail et la régulation émotionnelle. Ça vous va? C'est parti pour l'activation. Alors, bon écoutez, je crois que rien que cette petite illustration, ça c'est moi qui l'ai trouvée. Non mais j'aime bien quand... Juste pour vous dire que Pierre-Paul Gagné est génial, on ne peut pas faire mieux, mais je peux l'illustrer. Donc, c'est l'amorce du comportement intentionnel. C'est-à-dire le moment où on se met intellectuellement, et souvent beaucoup de ces enfants ont besoin d'un signe particulier, d'un geste, de quelque chose, d'un indice qui va leur permettre de rentrer dans l'action, de se dire « Ah, là, il faut que... » bon. Ils vont pouvoir plus ou moins. Et on va voir comment on peut aider à ce... Alors, vous voyez là-haut, c'est écrit les composantes de l'activation. Hein, donc, on est dans l'activation. Se réveiller. Alors, ça peut être très intéressant, par exemple, soit de faire reformuler... Hein, qu'est-ce qu'on va faire concrètement, hein, c'est ça que je vais vous dire maintenant. Il faut que l'enfant il se réveille et puis qu'il se mette en action. Oui, d'accord, on est bien d'accord. Enfin, comment on s'y prend concrètement? Parce que, bon... on peut demander à l'enfant d'abord de redire la consigne, tout simplement. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce que je viens de dire? Bon. On peut lui demander de se questionner sur... Est-ce que là maintenant, tu as ce qu'il faut là pour faire ce que j'ai dit? Se questionner sur le matériel nécessaire à la réalisation de l'action. C'est des petites choses très simples. Hein. Quelquefois, ça peut même être un petit signe en passant. Et puis, bon, si on est en train de faire la géométrie et puis qu'il est encore... il n'a encore pas sorti sa règle, son compas et son équerre, peut-être simplement noter l'absence de l'équerre ou du compas. Se donner une intention, un but précis, ça c'est extrêmement important. Alors je vais le redire tout le temps, mais je crois que c'est des choses c'est tellement évident, si vous voulez, pour les adultes, que c'est implicite dans tout enseignement et toute remédiation. Et c'est pourtant très important. L'autre jour, j'avais un enfant qui disait ça, qui disait « La maîtresse, tu comprends, elle dit, il faut souligner les adjectifs en vert. » Sans compter qu'il faut souligner les verbes en rouge. Bon, déjà, ça fait deux trucs que je vous dis pas, tout va être en rouge, tout va être souligné en rouge. Et bon. Donc là, c'est déjà mal parti pour lui. Mais il me dit, mais en fait, je sais pourquoi c'est en vert. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne question à se poser à ce moment-là? Vous voyez? Pourquoi faut... Il dit, mais c'est la question que tu te poses quand il faut souligner les adjectifs. Ben oui. Ben oui, pourquoi il faut les souligner en vert? Vous voyez que c'est déjà pas la bonne question. Et moi, je me dis, si la maîtresse avait dit pourquoi il faut souligner les adjectifs, parce que c'est quand même ça le fond de l'affaire, eh bien, si je vous demande pourquoi c'est très important de savoir repérer les adjectifs, vous me dites, il y a sûrement des enseignants dans la salle qui savent quand même pourquoi ils font repérer les adjectifs. Hein? Voilà. Pourquoi il faut repérer les adjectifs? Ben, parce que c'est rudement important pour les accords. Et que donc c'est un problème d'orthographe en fait. Hein, et donc ça, si on ne dit pas à l'enfant quelle est l'intention qu'on a, on va repérer les adjectifs. Parce que c'est très important, puisque là, en français, les adjectifs s'accordent au nom. Il faudrait mieux être anglophone, là, vous voyez. Mais non, nous, on va le faire comme ça, on va accorder les adjectifs au nom. Donc c'est important c'est pour ça que c'est important de les repérer. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de repérer quand l'adjectif est un attribut ou quand l'adjectif est un épithète? Les enseignants?
Le cœur des enseignants. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc peut-être qu'on peut passer cette leçon sous silence. Non mais je ris qu'à moitié. Parce que si on n'est pas capable de dire quel est le but de ce qu'on est en train d'enseigner à l'enfant, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite il se demande pourquoi c'est plutôt en vert, les verts. Donc les adjectifs, c'est vert. Il faut que j'associe le vert à l'adjectif. Non, on s'en fout complètement, ça. Par contre, il faut que tu associes l'adjectif au nom parce qu'il va falloir les accorder. Ah, voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le dire à l'enfant. C'est-à-dire quel est le sens, quel est l'objectif de chaque leçon, de chaque exercice au début. Et puis petit à petit, on peut, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on peut lui faire dire. Au revoir, monsieur Pouet. On peut lui faire dire, bien sûr, hein, c'est pas la même chose si l'enfant a 8 ans ou s'il a 15 ans, hein, et selon les leçons. Ce qui est très intéressant aussi pour activer, hein, pour que l'enfant se mette en situation de s'intéresser à ce qu'on est en train de faire dans cet apprentissage, hein, les composantes de l'activation, qu'est-ce qu'il sait déjà sur le sujet? Faire dire aux enfants de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Quelles sont leurs connaissances, on va dire, naïves, spontanées, ou ce qu'ils se rappellent qu'on a déjà dit sur le sujet. Des fois, c'est pas si naïf que ça fait déjà 3 mois qu'on travaille là-dessus. Ça serait bien qu'ils aient déjà quelques petites connaissances là-dessus. Mais, donc ça, c'est très important de leur faire dire, ou soi-même, si les enfants sont très jeunes, de dire, vous vous rappelez, on a travaillé, je sais pas pourquoi, les noms, maintenant les adjectifs. Pourquoi? Parce que les deux, ils marchent ensemble, ils se donnent la main, ils s'accordent, etc. Vous dites comme vous voulez. Bon. Donc ça, c'est extrêmement important. Aussi, c'est une façon générale de travailler. Donc, on peut aussi, donc, ce qu'on a dit, donner un signe, un rappel, un geste. C'est très important pour que l'enfant se mette en travail. Très souvent, c'est très simple. Nous, on dit souvent, on passe et puis on met le crayon dans la main de l'enfant. Il est encore en train de chercher, de se retourner, de chercher le machin, de ramasser ce qu'il a fait tomber, de parler au voisin. On lui met un petit tape sur l'épaule et puis on lui met le crayon dans la main. Des fois, ça suffit. Enfin, maintenir le rythme, l'effort et persévérer, ça c'est extrêmement difficile pour ces enfants. Et ça suppose généralement que l'enseignant segmente la tâche en séquences courtes, de façon à ce que ça ne soit pas trop pénible et trop fatigant pour l'enfant. Là, c'est très compliqué dans une séquence scolaire de classe. C'est beaucoup plus facile en remédiation individuelle, parce que là, on sent quand l'enfant lâche et qu'il est fatigué. Ce qui est très important, on va en reparler tout à l'heure, c'est de comprendre que quand l'enfant est fatigué, quand il lâche, ce n'est pas de la mauvaise volonté, ça ne sert à rien de lui dire tout le temps « fais attention, fais attention, fais attention ». Quand il lâche, c'est que ses réservoirs attentionnels sont vides. Quand le réservoir attentionnel est vide, c'est un peu comme un cumulus d'eau chaude. Quand il est vide, il est vide. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand le cumulus d'eau chaude est vide? Il faut... Et voilà. Et ça s'appelle une pause, une récréation, un time-out, je ne sais pas, vous dites comme vous voulez, un interclasse, un interlude. C'est indispensable. Tout le reste n'a aucun sens, sinon que l'enfant se sent harcelé. Il n'apprendra rien de plus. Alors, en groupe, c'est très difficile à gérer dans un grand groupe. Nous allons en reparler. Donc, activation, recommandation. Maintenant, on en a parlé. Utiliser des indicateurs concrets. Utiliser des indicateurs visuels. Par exemple, des petits pictos qui disent « Eh oh, on en est là, s'il te plaît. Tu te mets à ça, là, hein, pour accorder. Mettre le crayon dans les mains, etc. Faire des petits rappels auditifs ou verbaux. Alors, ça, c'est peut-être pas très discret dans une classe. Vous savez qu'on peut avoir un certain nombre de petits rappels sonores ou machin, ou bon, les timers, etc. Les calendriers, les plannings, les listes sur lesquelles on coche, on barre, de façon à savoir où on en est. Et oh, maintenant tu en es là. Non, ça, on en a. Non, tu sautes pas 3 trucs, juste là, s'il te plaît. Cool. Pas à mettre trop d'avance, comme on vous a dit tout à l'heure, de façon à ce que l'enfant puisse contrôler l'avancée de là où il en est. Alors, on a activé, ça y est, il y est. On y est presque. Il est branché. Alors maintenant, il va peut-être falloir ne pas partir dans tous les sens et de ne pas se laisser embarquer par tous les automatismes et toutes les stimulations alentour qu'il va falloir inhiber. Donc,
Inhiber, ça peut être inhiber l'impulsivité. L'impulsivité, donc là je reprends très rapidement, hein, c'est ce qu'a dit Alain, c'est agir sans réfléchir, agir sans délai, tout de suite. Donc ça veut dire pareil que sans réfléchir. Et c'est toutes les actions automatiques qui sont en cours et qu'il faut arrêter, ou que l'enfant continue, c'est les persévérations. L'inhibition de l'impulsivité, c'est se contrôler, c'est se retenir un geste, une réponse, c'est s'imposer un délai. C'est en cela que Olivier Houdet, comme vous l'a montré ce matin Alain, a pu dire grandir, c'est apprendre à inhiber. Pas à être inhibé, évidemment. Hein. À inhiber, ça. Vous voyez bien que quand les enfants sont petits, un petit de 4 ans, bah, il répond tout de suite, il gigote tout le temps, et il faut que les choses aillent très vite. Hein. Et puis petit à petit, l'enfant, en grandissant, il doit apprendre à se contrôler, à retenir un geste ou une réponse, et à s'imposer un délai, justement, avant de se lancer dans une action ou dans une réflexion. S'il y a un déficit de ces fonctions d'inhibition, il y a à la fois une rigidité de la pensée, l'enfant il pense toujours pareil, il a toujours la même stratégie, il a toujours la même façon de faire, et il peut aussi, parce qu'il ne se contrôle pas, parce qu'il ne retient pas son geste, parce qu'il ne réfléchit pas avant, parce qu'il ne peut pas contrôler ses rapports aux autres, avoir sur le plan purement comportemental et relationnel des conséquences assez difficiles à supporter dans un groupe, et non seulement par les adultes, mais aussi par ses pairs, PAIRS. Ça va avoir des conséquences sociales très importantes. Alors, je vous montre un petit enfant qui ne sait pas inhiber. On lui dit, c'est extrait d'un test, hein. Donc Pierre a 12 billes, il donne 5 billes à sa copine Anne. Combien de billes à Pierre maintenant? 6, il a donné 5, il en a encore beaucoup. Pierre avait plusieurs billes, il en a donné 6 à Anne, il ne lui en reste plus que 7. Combien est-ce qu'il en avait au départ? Toujours Pierre. 6, parce que tu as 6 billes et sa copine aussi, beaucoup, ils sont égales. Ils sont à égalité. Pierre a 16 billes, il en a 4 que plus que Anne. Combien de billes à Anne? 1, parce que c'est une fille. Je pense que les 2 tiers de l'Assemblée vont apprécier. Pierre a 4 billes, Anne a 9 billes. Combien de billes de plus? Combien de billes de plus que Pierre a Anne? Parce que 9 et 9, c'est les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement les réponses qui sont absolument nulles, évidemment, ça va lui faire 0 partout. C'est ce que j'ai mis là, le temps, 7 secondes, 4 secondes. Ça, c'est très intéressant. C'est pas un enfant qui réfléchit puis qui arrive à un mauvais raisonnement. Hein, qui dit Pierre a 16 billes, plus 4, 20, plus je sais pas quoi, plus... C'est un enfant qui écoute que la fin de la phrase, qui répond immédiatement, qui va avoir 0 partout, mais on ne peut pas dire qu'il a une dyscalculie parce qu'il a un problème avec la logique, avec le nombre, avec la numération. Vous comprenez? Il a un problème en amont qui concerne tout. Qui concerne son comportement avec son frère et ses sœurs, qui concerne son comportement pendant les temps de loisirs et la récréation, et qui concerne la compréhension en lecture et qui concerne le calcul. Donc, vous voyez, si on dit que cet enfant a une dyscalculie, bah, on n'a ni raison ni tort. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a des problèmes en calcul, mais qu'en amont, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le trouble des fonctions exécutives ou le TADA. Hein. Et vous voyez ce qu'on appelle les justifications de type n'importe quoi. Elle en a une parce que c'est une fille, parce que 9 et 9 c'est les mêmes. On ne sait pas d'où ça va, bon, c'est n'importe quoi. Il a entendu 9, il répète 9, et il est branché là-dedans. Voilà. Donc vous voyez qu'il prend en compte certains éléments, il pique un nombre, il le répète, il n'y a pas de justification, c'est du n'importe quoi, et il va faire ça pour tout, pas seulement avec le calcul. C'est pareil si je lui raconte une histoire et que je lui demande de me la restituer. Alors, les habiletés liées à l'inhibition, c'est contrôler, arrêter un comportement, résister à la distraction et résister aux contrariétés. Le monde entier n'est pas là uniquement pour vous faire plaisir et vous renvoyer des choses positives. De temps en temps, il y a des copains ou des maîtresses qui vous contrarient. Hein, il faut faire des maths et vous aimeriez mieux aller jouer au foot. Freiner les pulsions, neutraliser une réponse automatique ou prépondérante, c'est ce que je viens de vous montrer. Hein, c'est vraiment n'importe quoi qui arrive. S'imposer un délai pour pouvoir juger de la situation et de sa réponse.
Alors nous, on dit beaucoup ça, surtout aux jeunes, quand ils commencent à être un petit peu pré-ado et ado, puisque c'est très à la mode d'être cool. Donc justement, s'ils veulent être un petit peu ado et pré-ado, inhiber, c'est rester cool. Là, je peux vous dire qu'il y a du boulot déjà. Donc, comment on va faire pour faire ce boulot ? Eh bien, il y a 3 types de recommandations qu'on va mettre en œuvre, concrètement toujours, en tant que rééducateur ou enseignant. On va structurer beaucoup plus nos séances de remédiation ou nos séances scolaires. Vraiment, on va s'imposer des cadres, des plans, des schémas, à chaque fois dire quel est son but, son machin. Deuxièmement, on va limiter les distracteurs. Troisièmement, on va apprendre à l'enfant, pas à l'enseignant, hein, à l'enfant, les techniques d'autocontrôle. Regardez, si elle n'est pas mignonne, ma petite qui se fait son petit yoga là. Structurer plus. Ça veut dire ça, c'est pour l'enseignant ou le médiateur, c'est-à-dire le rééducateur. Établir avec précision et d'emblée qu'est-ce qu'on vise. Pourquoi on demande tel travail, etc. Quel sens ça a? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on demande? Ça, je te demande d'avoir compris les liens entre tel truc et tel truc. Ça, tu dois apprendre par cœur, parce que c'est une définition. Ça, et qu'est-ce qu'on vise? Plus de rappel des règles, surtout pour lui, c'est-à-dire en permanence, en fait. Pour un petit Ada dans une classe, c'est en permanence. Souvent, c'est très intéressant de donner les consignes après, ou en les répétant, en les faisant répéter à l'enfant, après l'avoir nommé ou, pareil, un petit signe en le touchant sur l'épaule. C'est-à-dire qu'en fait, cette consigne qui est dans une classe, qui est pour un groupe d'enfants, qui est une consigne collective, on la transforme en consigne individuelle en essayant de capter le regard de l'enfant, c'est-à-dire son attention. Faire plus de pauses, c'est-à-dire effectivement se rendre compte, accepter que l'enfant fasse moins d'exercices que les autres, que par exemple si tout le monde fait 5 exercices d'application, je ne sais pas quoi, de l'accord, de l'adjectif, machin avec les noms, eh bien peut-être lui ne va n'en faire que 3, parce qu'après il n'apprend plus rien, au contraire, et peut-être tolérer qu'à ce moment-là, lui, il ait une espèce de un petit temps, un petit free time. Voilà. Alors, et à ce moment-là, on va tolérer des activités qui ne sont pas perturbantes pour les autres. Et généralement, on se met d'accord avec l'enfant à l'avance. Hein, on dit, écoute, toi, tu fais les 3 premiers, s'il te plaît, Gudule. Quand tu ne fais pas trop vite, non, tu te rappelles, le premier, non, on rappelle les règles. Quand tu as fini, tu peux colorier ton mandala. Vous voyez? Je dis n'importe quoi, évidemment. Mais, c'est-à-dire qu'il sait, et vous aussi, ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas fiche la pagaille dans toute la classe pendant que les autres vont finir les exercices. Mais attention, ces enfants, en les sollicitant autant que les autres en classe, on épuise encore plus rapidement le peu de ressources attentionnelles qu'on a déjà qu'ils peuvent mobiliser. Limiter les distracteurs, c'est très important. Quand on a un enfant TADA dans son bureau de rééducateur ou dans sa classe, eh bien on ne peut pas avoir 1000 choses au mur, partout, sur la table, par terre, des piles de machins. Ce n'est pas possible. Parce que ce qu'a dit Alain ce matin, cette espèce d'aimantation, tous les sens vont être en permanence, le téléphone qui sonne, le truc qui bip, des trucs au mur avec des belles photos, des machins. Il y en a partout. Et ça va solliciter l'enfant en permanence. Alors ça veut dire que vous allez en permanence solliciter ses capacités d'inhibition, non pas pour réfléchir ou pour apprendre, mais pour inhiber les distracteurs, pour éviter de vous parler de la fiche qui est au mur, de tripoter le truc qui est sur votre bureau, etc. Et donc, pendant ce temps-là, on n'a rien appris et il s'est quand même épuisé. Épuisé. Donc ça, c'est important. Et nous, on utilise beaucoup ça aussi, un petit signe ou un picto stop quand l'enfant commence à trop papillonner. Il a souvent, donc sur sa table, une espèce de sous-main transparent où on met quelques petits pictos comme ça, dont le picto stop. Et on passe là quand on voit que ça commence à... Et on fait un petit rappel sur le picto stop. S'il peut s'y tenir, c'est très bien. Sinon, eh bien, on revient ici. On voit que l'enfant est trop fatigué pour pouvoir répondre à cette sollicitation. Évidemment, vous comprenez bien que tout ce que je vous dis, ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant, de l'intensité de son trouble, de l'efficacité ou non du traitement médicamenteux, etc.
Mais s'il ne peut pas, avec le petit signe stop, s'arrêter, hop, vous dites, oups, cool, time out, free time. Hein? Et puis, l'enfant doit apprendre des techniques d'autocontrôle. Ça, c'est essentiellement dans les séances de rééducation. Mais ces techniques d'autocontrôle peuvent aussi être transférées. Non, parce que ces techniques que l'enfant doit apprendre, elles doivent être apprises en individuel. Voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire que ça dépend de chaque enfant, de son niveau, de son âge, de ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et ça va évoluer, bien sûr, avec le temps et avec son évolution. Mais ça peut être transmis à l'enseignant, bien entendu, puisque certaines de ces techniques vont être utiles à l'enseignant, surtout dans un groupe, hein, pour aider l'enfant à gérer son problème. Donc on peut demander à l'enfant d'augmenter son délai de réponse. Nous, on utilisait beaucoup, on avait un petit groupe, enfin c'était une petite classe, hein, il n'y avait que 12 enfants dans la classe, mais on utilisait beaucoup ça, des cartons rouges, des cartons oranges, des cartons verts, vous suivez bien, dans la mesure où il y avait beaucoup de petits garçons dans cette classe, au hasard, hein, on n'a pas dit, mais il y a quand même beaucoup plus de petits garçons dans cette population que de filles. Donc on utilisait un peu les codes du football. Et donc ils ne pouvaient commencer à travailler ou commencer à répondre que quand on avait mis carton vert, par exemple. Ce qu'on appelle les techniques de stop and go, c'est toujours pareil. L'enfant, hop, on l'arrête. Et il doit repartir. Dans un deuxième temps, il répond à la question. Il fait. Ça répond un peu à ce que vous a dit Alain ce matin, quand il vous expliquait que certains enfants dans les tests, par exemple, ils ont tout faux, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure aussi, juste le petit garçon là qui devait faire ses petits problèmes mathématiques de base, hein, et les choix et tout. Mais c'est la première réponse qui est fausse. C'est-à-dire que si vous empêchez cette première réponse, en fait, le temps d'inhibition de la première réponse permet que s'élabore une réponse qui est une réponse correcte et qui est la bonne. Donc c'est formidable. C'est-à-dire que et alors on le fait remarquer à l'enfant. Ce qui est très important, c'est de faire prendre conscience à l'enfant des techniques qui marchent. Parce que lui, il n'est pas conscient de son problème. Hein. Il voit bien que tout le monde lui tombe dessus tout le temps, mais il ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est extrêmement important. Lui dire, ah, tu as vu ? Je t'ai un peu embêté, je t'ai empêché. Mais c'était super. J'ai bien vu que c'était un gros effort pour toi, mais c'est un effort qui paye. Bravo. Et ça, c'est très important, donc lui faire remarquer quelles sont les stratégies qui marchent. Hein ? Verbaliser le plan d'exécution, ça c'est pour la planification. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, on sort le cahier rouge, on l'ouvre à la dernière page. Maintenant, tu sors les 3 crayons de couleur, le noir, le vert, le jaune. Tu es prêt ? Et on s'occupe de ce qui est au tableau. Voilà, ça c'est un plan d'exécution. Ou bien toi tu me dis, oh, Gudule, on fait quoi là ? Je t'écoute. Bon. Et dans un groupe, ce que souvent vous sous-estimez, me semble-t-il, c'est que ce qu'on demande, par exemple, à celui-là, qui va être de reformuler la consigne, ou de donner le plan, ou de dire explicitement quel est le but de l'exercice. Gudule, on fait ça, pourquoi ? Tu te rappelles pourquoi tu soulignes les verbes Eh bien, ça va aider beaucoup d'autres enfants dans la classe, au moins 5 ou 6 autres, qui ne sont pas éthiques de TADA, qui ne sont pas pathologiques. Il n'est pas question de dire que tous ces enfants sont... mais qui vont être aidés par ces stratégies-là. Donc c'est aussi... Enfin, parce que souvent, moi, j'entends, on me dit, attends, je comprends, oui, ça, on comprend bien, puis on le fait d'une certaine façon, on n'a pas besoin que Madame Mazot vienne nous expliquer ça, à la limite, hein, on comprend bien. Mais l'idée, c'est toujours que il faut faire ça pour celui-ci, il faut faire autrement pour celui-là, il faut faire autrement. Il y en a plein dans la classe qui ont des tas de problèmes différents, et on n'y arrive pas. Mais en fait, ces stratégies-là, c'est des stratégies extrêmement valides pour pratiquement tout le monde. Donc, ça va aussi aider beaucoup d'autres enfants qui ne sont pas TADA ou qui ne sont pas 10. Alors, des suggestions d'activités, par exemple, des jeux de go, non-go. Jacques a dit, c'est un jeu de go, non-go. J'y vas-tu, j'y vas-tu pas. Hein Jacques a dit, mets la main sur la tête. Jacques a dit, lave un pied. Mets la main sur l'épaule. Ah, non, fallait pas le faire. Non-go, j'y vais pas. Je fais pas, je bouge pas. Et donc là, j'empêche, alors que c'est automatique, évidemment, tous les jeux de ni oui ni non. Le jeu de 1, 2, 3 soleil, là, c'est très moteur. Je bouge plus. Ah, pourtant, j'ai vraiment envie d'arriver au bout.
Levez la main à l'écoute d'une liste si son prénom est précédé d'un nom de couleur, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Je veux dire, des jeux de go, non-go, c'est extrêmement amusant. On peut en inventer autant qu'on peut. Ça va très très vite, ça dure 2-3 minutes et c'est un excellent exercice que les enfants adorent. Des suggestions d'activités, les fins de phrases inattendues. Si je vous dis une tablette de, bah oui, si je vous dis non, on doit tout dire sauf, c'est ça le jeu. Eh bah ouais, s'empêcher de dire ce qui vient automatiquement. Donc vous dites une tablette de. Ah, madame fait des associations d'idées intéressantes. Qui d'autre vous pensiez, vous, une tablette de fromage? Très intéressant, pourquoi? Et vous voyez que je pourrais aller plus loin. Je pourrais dire, on va finir la phrase, et il faut que ça soit dans un autre champ sémantique. On va s'empêcher de penser à quelque chose qui se mange. C'est exactement le coup de la girafe de tout à l'heure. C'est-à-dire, ne pensez pas à une girafe. Parce que si je dis une tablette de, vous êtes obligé de penser chocolat, vous devez inhiber chocolat, mais vous êtes quand même dans le champ des trucs qui se mangent. Sauf certains qui sont dans un autre champ, manifestement. Je laisse tout le monde responsable de ses propres associations d'idées. Mais la plupart des gens et des enfants restent dans la sémantique de la nourriture. Et donc vous voyez que si en plus, je dis non seulement il ne faut pas dire chocolat, mais il faut dire rien qui se mange, vous voyez que c'est encore plus difficile. Donc c'est ça l'inhibition. Et vous voyez que c'est coûteux. Je pense que si vous y prenez une tablette de, bah, même pour vous, c'est quand même très évident. D'abord on se dit banane, puis après on se dit non, après il ne faut rien dire qui se mange, alors je vais dire une tablette de plafond. Bah, ok, ça c'est bon. Mais vous voyez que c'est extrêmement coûteux. Je crois que vous pouvez le ressentir pour des petits jeux très très simples. Trouvez un mot de 2 catégories différentes en alternance. Une pomme, un chien. Une banane, un cheval. Et on continue comme ça. Mais vous allez voir qu'au bout de 3 ou 4 fois, vous êtes dans la difficulté. Et que c'est très difficile. Dénommer alternativement la forme et la couleur de différents items visuels. Vous voyez des choses. Un coup, vous devez dire leur forme. Un coup, vous devez dire leur couleur. Eh bien, je vous promets qu'au début, ça va très bien. Ça, c'est un rond. Ça, c'est du rouge. Ça, c'est un triangle. Ça, c'est un losange. Ça, c'est du bleu. Et puis, petit à petit, vous êtes parti. Puis, vous dites que la couleur ou que c'est très difficile. Donc, ça oblige. Là, c'est le type non. Il faut vous empêcher de dire quelque chose d'automatique. Inhiber un geste automatique, c'est par exemple prendre en considération évidemment ce que l'adulte, c'est ce qu'on fait avec les petits quand on essaie de les hypnotiser du regard pour qu'ils disent pas à votre belle-sœur « Oh, pourquoi t'as mis un truc qui est moche ?» Vous voyez, vous êtes là, vous le regardez, vous sentez qu'il va dire quelque chose. Vous essayez, c'est le geste que l'enfant... Et il doit savoir s'inhiber à ce moment-là, même s'il ne comprend pas pourquoi. C'est un geste d'inhibition. Bon. Mais c'est là où il se dit, il ne faut pas que je dise qu'elle est moche, Tati. Donc je vais dire simplement, pourquoi que tes cheveux sont affreux? Ce qui est quand même nettement mieux. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'enfants qui interprètent bien ces signes, mais qui n'arrivent pas. Et vous savez que quand l'enfant a 4 ans, voilà, il a bien vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais il ne va pas s'empêcher de le dire. À 6 ans, ça pose d'autres problèmes. À 14 ans, c'est dramatique sur le plan des relations sociales, bien sûr. La flexibilité. Alors, la flexibilité, c'est quelque chose de très, très important quand même dans l'intelligence et dans les apprentissages. Les habiletés liées à la flexibilité, oui, vous voyez, une petite tendresse quand même particulière. Et pour Gaston, qui est assez flexible là, il a l'air de pouvoir passer d'un truc à l'autre. Alors, c'est quoi? C'est changer de point de vue, être capable de se décentrer, ne pas utiliser toujours la même stratégie. C'est ce que disait Alain ce matin quand il disait on est parti dans les plus, on fait des plus. Non, il y a un moment, il faut faire des moins, ça tombe mal. Donc là, il faut savoir. En même temps, c'est très pratique. Une fois qu'on est parti dans les plus, de faire des plus. Je veux dire, c'est une bonne idée s'il faut continuer à faire des plus. C'est automatisé, c'est économique, c'est bien. Mais il faut donc avoir un signal d'alerte qui vous dit là, c'est plus pertinent. Il faut arrêter. Trouver différentes solutions au même problème, trouver de nouvelles solutions inédites, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'imagination, la créativité, l'inventivité.
je vous remontre, il vous l'a montré ce matin, mais je crois que c'est bien, de vous montrer que là, on peut l'interpréter ça de plein de façons différentes. Je peux dire soit cet enfant persévère, hein, la consigne c'est, dans les points donnés, de faire autant de dessins différents qu'il est possible. L'enfant doit faire des dessins différents. Et vous voyez bien que lui, il ne peut pas. Hein, il fait toujours le même. Bon. Le trait bleu, c'est celui de l'examinatrice, hein, qui a barré pour dire non, ça compte pas. Bon. Et l'enfant a fait en rouge. Et vous voyez que l'enfant, une fois qu'il est parti là, il ne peut plus envisager de faire autrement. Il n'a pas d'autre. C'est pas intellectuel, ça, c'est pour de l'intelligence. C'est pas... Il est coincé là-dedans. Moi, je dis, il est scotché dans une façon. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous avez du chewing-gum sous les pieds. Il ne peut plus se déscotcher de cette façon de faire, alors qu'il a très très bien compris la consigne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les enfants à avoir cette fluidité? Classer un même matériel selon différents critères. Ça, c'est le b.a.-ba de l'affaire. On utilise le même matériel pour montrer qu'avec un matériel, on peut faire plein de choses différentes. Alors bon, les animaux, c'est le plus facile, mais enfin, bon, ça c'est pour les petits, hein, évidemment. Changer de point de vue, les devinettes et les anagrammes, c'est extrêmement intéressant. La devinette ou les blagues, c'est par définition, je ne sais pas si j'en ai donné des exemples après, c'est écrit là. Oui, j'en ai donné des exemples, donc c'est très très bien. Je reviens aujourd'hui, je ne savais plus si je vous avais donné des exemples. Eh non. Cool. On ne clique qu'une fois là. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant, les blagues, les devinettes, les anagrammes, les choses comme ça? Parce qu'il y a une chute qui justement est inattendue. C'est une fée qui va chez le boulanger. Et elle dit « Bonjour, monsieur le boulanger, je voudrais une baguette. » Et le boulanger lui dit « Bien cuite ?» Et elle répond « Non, magique. » Oui, d'accord, bon, je pourrais trouver des choses un peu plus élaborées, mais enfin, je fais avec ce que je comprends moi-même, vous voyez. Mais donc, vous voyez, l'idée de ce type de choses, c'est toujours la flexibilité mentale. C'est pas seulement les baguettes, elles sont cuites, elles sont pas cuites, on s'en fout. C'est, hop, on trouve un décalage. C'est amusant en plus, etc. Alors, je vous montre les allumettes. Donc, trouver différentes fins à une histoire, trouver différents titres à une peinture non figurative, trouver différents trajets pour aller d'un point à un autre. On peut les trouver tous, ou bien on peut avoir des contraintes différentes. Écoutez, vous voyez bien, surtout par pitié, vous voyez bien que ce que je vous donne, c'est juste des pistes. Hein. C'est pas du tout qu'il faut faire ça. Il faut faire 1000 autres choses, évidemment, selon l'âge et les intérêts de l'enfant. C'est juste pour vous dire dans quelle direction on peut aller pour être plus concret. Je vous montre les allumettes, moi j'aime beaucoup ça. Il s'agit, en fait, vous savez, c'est des petits jeux où, en changeant une seule allumette de place, vous obtenez autre chose. Comment obtenir 8 en changeant une seule allumette de place? Ici, combien vous comptez de carrés? Alors, vous savez qu'il faut que vous comptiez les petits, puis les moyens, puis les grands, qui ne sont pas évidents. Donc, il faut vous décentrer. Ici, comment déplacer 2 allumettes pour n'avoir plus que 6 triangles? Ne croyez pas que je vais vous donner la solution. Hein. Mais vous voyez ce type de jeu. Alors, il faut... C'est comme mes devinettes. Hein. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça oblige à se décentrer, à regarder la même chose sous différents aspects. C'est amusant. Bon, c'était pour vous amuser. Le jeu du Moa, ça c'est amusant comme tout. Il faut avoir plus de 12 ans. Hein. Il faut avoir 12 ans d'âge mental. Hein. C'est un jeu très marrant. Oui, c'est mes petits-enfants qui m'ont appris à jouer à ça. Et j'ai dit, mais c'est le jeu d'enfer pour les 10 exécutifs, pour les TADA. 52 cartes, 3 à 6 joueurs. On donne 3 cartes à chaque joueur et il y a ce qu'on appelle un leader. C'est lui qui est le maître du jeu. Et vous ne savez pas quelles sont les règles du jeu. On vous donne 3 cartes et vous dites, oui, mais il faut faire quoi là à ton jeu? Et le leader dit, tu te tais, sinon je te donne une carte. Alors, vous savez, pour me faire taire, c'est compliqué, mais enfin, donc je prends une carte et je vois bien que manifestement, ça a l'air d'être une punition dans ce jeu de prendre une carte. Bon. Donc déjà, je comprends que plus j'ai de cartes, ça ne doit pas être le but du jeu. Et les règles sont édictées par le leader et elles sont complètement arbitraires. Donc chacun joue son tour sans savoir ce qu'il faut faire. Ah oui, non mais vous allez voir, c'est très intelligent comme jeu. Vous posez une carte. Le leader a posé une carte. Alors vous dites, bah, c'est un jeu, il faut poser une carte. Je fais pareil, je pose une carte.
ne savez pas du tout quoi. Et il vous répond, tu poses n'importe quoi, prends une carte supplémentaire. D'accord. Donc au bout de 3 tours, comme ça, puis tout d'un coup, il y en a un qui pose une carte, et il lui dit, tu n'as pas dit God Save the Queen, prends une carte supplémentaire. Et vous remarquez que c'est une dame de carreau qui est posée. Donc vous vous dites, ah, quand on pose une dame, peut-être faut dire God Save the Queen, ça doit être ça la règle. Pourquoi pas, hein? Mais celui d'après qui pose sa dame de pique et qui dit God Save the Queen, on lui dit, tu dis n'importe quoi, prends une carte. Ah, vous vous dites, alors c'est peut-être que le carreau. Et vous voyez comment petit à petit, donc vous posez un 8 de carreau et vous dites God Save the Queen. Miracle, personne ne vous dit rien, vous avez bien... Vous voyez? Et petit à petit, et non seulement vous devez donc mémoriser ce qu'on vous répond à vous, ce qui a été répondu, hein, les bons et les mauvais coups, hein, les feedbacks, écoutez bien ce mot, les feedbacks positifs ou négatifs qui ont été donnés à chacun, pour en déduire les règles. Ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est qu'au bout du compte, celui qui gagne, une fois que vous avez compris ce que vous devez faire, avec le carreau, avec les dames, avec les têtes de pique, avec les... je sais pas quoi, bon... normalement, donc, le leader doit dicter 4 règles, hein, arbitraires. Bon. Ce qui est très intéressant, quand vous avez compris les règles, ça y est, vous posez toutes vos cartes comme il faut, et le premier qui a posé toutes ses cartes a gagné, et devient le leader de la session suivante, et il doit conserver 3 des règles précédentes, et en changer une des 4, sans dire laquelle, bien sûr. Et donc, on est reparti pour être... Et vous voyez la flexibilité mentale que ça suppose. Je vous raconte des histoires. Bon. Non, mais bon, que ça soit les devinettes, que ça soit inventer des histoires, par exemple, la fin d'une histoire. Ça, c'est de la flexibilité mentale. Raconter une histoire sous une autre forme. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter une histoire, l'histoire des 3 ours et de Boucle d'Or, on la raconte comme si c'était un thriller. Ah bah attendez, un moment, quand elle est là, toute seule dans la forêt, dans la maison des 3 ours, où il y a la maison des monstres, bon, vous pouvez raconter autrement. Vous pouvez inventer une autre fin à l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours, etc. C'est ça la flexibilité mentale. Alors, travailler la planification et l'organisation. Alors, les habiletés liées à la planification, c'est visualiser ou dire vraiment la suite, qu'est-ce qu'on veut comme but, et quelle est la suite des étapes à organiser. C'est une organisation temporelle et séquentielle, la planification. Donc vous dites quoi, dans quel ordre et comment. Là, je l'ai illustré, vous voyez, c'est un artisan qui est en train de faire son chef-d'œuvre, un escalier. Quand vous êtes un artisan et que vous faites ce genre de travail, bien entendu que vos compétences de planification, elles sont maximisées. Hein, vous devez savoir ce que vous devez faire, dans quel ordre, comment, etc. Hein, comment vous organisez. Organiser dans le temps, hein, c'est d'abord, puis, et alors, si c'est un tout. Et puis, si c'est un tout petit. Ou bien, au contraire, vous exigez d'avoir tous ces marqueurs de la succession si c'est un plus grand. Et ça peut se matérialiser sous la forme d'une suite de pictogrammes ou d'instructions. Nous, par exemple, on utilisait beaucoup des fiches guides qu'on mettait sur les ordinateurs des enfants. On leur mettait une toute petite fiche avec 1, j'ouvre l'ordinateur, 2, je choisis le bon dossier, 3, à l'intérieur du dossier, le bon fichier. Après, vous voyez, il y avait toute une... Parce que s'ils commençaient à faire dans tous les sens, ça n'allait pas. Et donc, cette petite fiche, en fait, organisatrice, elle peut être mise à côté de l'enfant ou en fonction des tâches qu'on lui demande, etc. Bien sûr, ça dépend quoi. Et donc, toujours, pendant la planification, l'importance de ne pas se laisser distraire, sinon on perd de vue les étapes et les sous-buts intermédiaires et ne jamais perdre le but final. C'est-à-dire que ça c'est très important ce qui est là, c'est-à-dire que le but doit être dit en premier. Qu'est-ce qu'on doit faire? On s'intéresse aux adjectifs. Ça doit... Alors que ça va être à la fin de nos étapes. C'est la dernière étape. Mais on doit le mettre en premier. Parce que sinon, l'enfant, il y a un risque très important qu'il s'évade d'une étape à l'autre. Il est à la deuxième étape, et voilà. Il fallait d'abord faire ceci, puis cela. Et puis à la deuxième étape, on a perdu l'affaire. Tandis que là, on l'a sous les yeux, ou on l'a dit. Qu'est-ce que tu as dit en premier? Rappelle-toi, etc.
Donc là, c'est ce que vous a montré tout à l'heure Alain. Donc là, c'est bien... Ah non, non, non. C'est bien un problème de planification et d'organisation du geste. Ce n'est pas un trouble, un trouble d'acquisition de la coordination ni une dyspraxie. C'est bien, et vous voyez bien que ça va avoir un impact formidable sur la prise en charge qu'on va proposer à cet enfant. Si je dis c'est un TAC, un trouble d'acquisition de la coordination, si je dis c'est une dyspraxie, je n'ai pas du tout les mêmes propositions, ni en rééducation, ni à l'école, ni à la maison, que si je dis c'est la diffusion de son TADA dans sa façon de prendre les informations, de les organiser pour les restituer. Hein. Et là encore, vous voyez, le problème, c'est qu'il a été extrêmement rapide. Et voilà. Donc ça, il vous l'a montré tout à l'heure, impulsivité, absence totale de stratégie, c'est de ça dont on est en train de parler. Hein. Donc comment on va faire pour aider l'enfant à mieux planifier, préciser l'objectif? Mais elle rabâche un peu, Madame Mazot. Hein. Non? Pas déjà dit à peu près 3, 4 fois, 10 fois. Mais vous voyez à quel point c'est important. L'idée, c'est toujours la même affaire. C'est pas seulement le titre, c'est pas on fait une leçon sur les adjectifs. C'est pourquoi on fait une leçon, pourquoi les adjectifs. C'est vraiment le fond de l'affaire. Quel est le but? S'il y a plusieurs buts simultanément, les séparer et n'en traiter qu'un à la fois. Si aujourd'hui, on veut s'occuper de ce qui est le pluriel des noms, des adjectifs et des verbes, parce que finalement, on va accorder tout ça en français, ça va ensemble, c'est un tout. Alors, on va s'occuper d'abord des noms, puis on va s'occuper des adjectifs, puis on va s'occuper des verbes. Et ça, c'est fondamental. Et ensuite, on fera remarquer à l'enfant que c'est pas par hasard qu'aujourd'hui, on a fait tout ensemble. Tu as vu qu'aujourd'hui, on a fait l'un après l'autre, mais parce qu'en fait, tous les trois se tiennent la main et s'accordent ensemble. Séquencer une tâche longue, un problème à tiroir, illustré par des pictos, la suite des étapes. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et tout ça, toujours stop si l'enfant commence à partir dans tous les sens et à faire quelque chose d'impulsif. Et aider l'enfant, parce que le problème de la planification, puisqu'il s'agit d'une suite de tâches, c'est que c'est quelque chose qui est forcément un petit peu long dans le temps. Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile pour les TADA, de tenir dans la durée. Hein. Et c'est fondamental dans les apprentissages. Vous n'apprenez rien si vous ne pouvez pas garder une idée et aller jusqu'au bout dans votre raisonnement et dans votre apprentissage. Hein. Donc ça, favoriser le contrôle temporel, c'est extrêmement important, soit en rapportant, soit en illustrant et en replaçant en permanence où on en est dans les étapes. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, avoir des feedbacks intermédiaires. Ah, ben toi, tu en es là. Il y a encore ça à faire. De façon à continuer et à favoriser ce contrôle temporel jusqu'au bout de la tâche. Quitte à n'en faire à ne faire qu'un exercice, où on va aller jusqu'au bout. Si l'enfant est épuisé, il vaut mieux qu'il en fasse un, que ça ait du sens, qu'il ait compris, et qu'il ressente quel est l'effort qu'on lui demande sur le plan attentionnel et sur le plan inhibitoire, et qui est positif pour lui, plutôt que de partir dans n'importe quoi et puis d'en avoir fait des pleines pages. Voilà. Et bien sûr, c'est une des tâches où il faut le plus souvent renvoyer des feedbacks intermédiaires, aussi bien sur le timing que sur les étapes où on en est, que le feedback positif, de façon à permettre que la planification se mette en place. Alors, des exemples, bon, il y en a plein. Hein. Là, j'ai changé de mentor, vous voyez. J'aime bien ce petit livre. Il y a plein d'exemples concrets dedans. C'est un petit livre sympa qui donne plein de petits exemples. Le TADA à l'école, bon, c'est mignon. Donc, séparer ce qui peut être l'apprentissage. J'apprends des mots irréguliers. Je fais le contrôle, c'est un autre moment. Et ce qui est la notation, c'est-à-dire et la correction. Ça, c'est extrêmement important avec le fait que l'enfant doit lui-même pouvoir avoir un propre jugement sur sa production. Il y a le moment où il apprend. Ça, Francine Lucier, je ne sais pas si vous connaissez Francine Lucier, elle a écrit un très joli livre aussi sur les fonctions cognitives chez l'enfant et leur développement et leurs avatars de 10. Elle est canadienne, elle est montréalaise, et elle dit qu'il est très très important, et je crois que c'est vrai chez ces enfants, ils apprennent des mots irréguliers.
ils disent que ça y est, ils les ont appris. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, quel est ton avis? Est-ce que tu penses que tu es capable de les écrire sans faute? Est-ce que tu penses que tu les connais tous ou seulement les premiers? Est-ce que tu en es sûr? Je sais pas trop. Deuxièmement, contrôle. On fait la dictée de mots irréguliers, des mots qu'on avait à apprendre, j'imagine, enfin quelque chose comme ça. Bon. Avant de dire quoi que ce soit, est-ce que toi, tu peux regarder ce que tu as fait là? Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu t'es bien appliqué? Est-ce que tu as fait attention? Est-ce que tu penses que c'est tout bon? Est-ce que tu peux revérifier? Puis la notation. Ce qui est très intéressant, ce que demande Francine Lucier, elle demande à l'enfant de s'auto-évaluer avant la notation de l'adulte. Et ce qu'elle valorise, c'est le fait que l'enfant s'auto-évalue, que l'évaluation de l'enfant coïncide avec celle de l'adulte. C'est-à-dire que si l'enfant pense qu'il a tout raté, c'est souvent l'état d'art, de toute façon j'ai tout raté. En fait, il ne regarde pas vraiment ce qu'ils ont fait. Et que l'adulte trouve que c'est bien, eh ben, il a une mauvaise note. Il a une mauvaise note d'évaluation, il n'a pas une mauvaise note sur ses mots irréguliers, vous me suivez toujours là. Bon. On lui dit, ben non, tu t'es très mal évalué, tu as très bien fait tes trucs, et moi je ne comprends pas pourquoi tu trouves que c'est nul. Et donc le but, c'est qu'ils perçoivent l'écart, d'abord qu'ils perçoivent ce que c'est qu'une auto-évaluation. C'est-à-dire d'être capable d'avoir une réflexion sur son propre travail. Hein, c'est de la métacognition, vous me suivez toujours. Deuxièmement, l'idée, elle est qu'ils perçoivent qu'est-ce qu'on attend de lui. C'est ça que vous lui donnez comme feedback quand vous lui donnez une note ou de l'évaluation. Et si lui, il trouve que c'est tout nul et que vous trouvez que c'est pas si mal que ça montre que lui, il ne sait pas trop ce qu'on attend de lui. Ou bien il ne sait pas évaluer son travail, sa métacognition est défaillante, ou bien il ne sait pas trop ce que vous attendez de lui. Donc c'est extrêmement important ces moments-là. Et donc, dans une dictée, par exemple, ne pas tout faire à la fois. Lui dire, attends, les mots irréguliers, dans l'ensemble, c'est pas mal. Les accords singuliers pluriels, c'est n'importe quoi. Là, t'as raté une marche, là, mon grand. Là, faudrait que tu regardes. Hein, etc., etc. Donc on le fait après, aussi bien les apprentissages que les contrôles que la notation, étape par étape. Séquencer les consignes multiples pour un exercice à l'aide de surligneurs de différentes couleurs, ça c'est très facile et ça marche très bien, mais il faut quand même quelqu'un qui le fasse. Alors quand l'enfant est grand, un ado peut lui demander de le faire. Et c'est très intéressant justement, parce que de voir comment il comprend ces consignes multiples. Et vous allez voir que généralement il ne comprend pas. Vous lui dites, tu sais, à l'intérieur des dictées, tu te rappelles, il y a 4 choses différentes à relire. Tu relis 4 fois, avec 4 consignes différentes. Tu te rappelles ce qu'on a dit. Alors, surligne d'abord en bleu. Tu regardes quoi d'abord? Parce que ça ne sert à rien de dire à un enfant, Tada, relis ta dictée. Hein. Il perd son temps, et vous aussi. Donc, il surligne les mots comme ci, en vert, ceux-là, je ne sais pas quoi, les adjectifs en autre chose, et les verbes en je ne sais pas quoi. Et après, on vérifie. D'une part, on fait une première relecture pour les verbes. Ça vous paraît très long et un peu perte de temps. Je suis sûre que vous dites, oh là là, ben là que ça à faire, hein, mais nous en classe, on a d'autres choses à faire. Eh ben non, il vaut mieux qu'il en fasse moins et qu'il le fasse comme ça. Là, il apprend quelque chose. C'est ça que je veux dire, le Tada. Parce que finalement, remplir des tonnes de papier et passer des journées entières à rien apprendre, ça ne va pas non plus. Hein. Présentation d'un seul énoncé ou d'une seule opération par page. Ça, c'est très important. Il n'y a pas 5 multiplications ou 4 divisions sur la même feuille. Lui, il prend une feuille par division ou par je ne sais pas quoi. L'utilisation d'un cache lors de la lecture d'un texte ou d'un problème qui permet à l'enfant de se focaliser sur une phrase. C'est-à-dire que souvent, il lit par exemple, je ne sais pas, le problème, il a 4 lignes. Il lit, j'ai acheté 6 packs de 6 yaourts à X francs suisses le pack. Et en même temps, son regard a glissé et il est déjà sur les 72 € qu'on me rend la monnaie. Et donc, il y a déjà des choses qu'il n'a pas lues au milieu. Donc, le cache va permettre de se focaliser, de lire une chose à la fois et d'aller jusqu'au bout. La mémoire de travail, travailler la mémoire de travail, entraîner la mémoire de travail et l'attention en tant que telle. Alors, d'une part, l'attention, on l'a dit, c'est la porte d'entrée de l'information, c'est le filtre qui permet le traitement. Il faut bien être conscient de ce qu'a dit Alain ce matin. Le cerveau ne peut pas traiter 2, 3, 4, 5 trucs en même temps. C'est quand même un système extrêmement sophistiqué et en même temps assez basique. Il ne traite qu'une information à la fois.
qu'une information nouvelle à la fois, qu'une information inhabituelle à la fois. Parce que pour le reste, les informations routinisées, habituelles, automatisées, elles se traitent toutes seules. Il n'a pas besoin d'énergie, il n'a pas besoin d'attention, il n'a pas besoin de ressources cognitives pour traiter les informations habituelles, routinières, etc. Donc attention, important ce filtre qui fait faire qu'on va... Parce que quand même tous les apprentissages, par définition, c'est des choses nouvelles. Hein, sinon... Et bien sûr, l'attention, c'est ce qui conditionne l'entrée des éléments en mémoire de travail et dans leur traitement dans la mémoire de travail. Alors, là, moi, j'aime bien ce programme, qui est le programme d'Alain Caron, mais ça peut être d'autres, hein, j'aime bien d'autres programmes aussi, c'est pour des exemples. C'est très intéressant, c'est très difficile, si vous voulez, de solliciter l'attention de l'enfant d'une façon qu'elle soit, comme on dit, endogène. C'est-à-dire que c'est assez facile d'attirer, nous, l'attention de l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on lui donne une petite tape sur la main, ça c'est assez facile, mais le but du jeu, c'est quand même que lui, petit à petit, il arrive à mobiliser son attention et pour des temps suffisamment longs pour faire les apprentissages. Donc ça, c'est un travail qui ne peut se faire qu'en individuel au départ, puis ensuite dans des petits groupes bien choisis. Et enfin, il pourra le réinvestir dans un plus grand groupe à certains moments. Alors, on aime bien utiliser des personnages métaphoriques qui vont permettre à l'enfant de comprendre aux jeunes. Pourquoi je dis jeunes toujours? Parce que j'insiste là-dessus, non pas parce qu'il n'y a que des jeunes qui ont des TDAH malheureusement, mais parce qu'ils sont diagnostiqués précocement, ça c'est évident. Donc bon, pas de problème, on commence tôt. Et donc c'est important, de façon à on va pas leur expliquer, si vous voulez, tout le fonctionnement des fonctions exécutives, ils s'en fichent, mais on va pouvoir faire appel à des personnages, à des fonctions, à des situations qu'ils connaissent et qu'ils vont pouvoir utiliser. Hein. Je suis actif dans ma tête, j'ai un guetteur dans ma tête, je me fais des images, je me parle sur ces images. Je mets de l'ordre, je me détends, j'observe, j'interroge, je m'interroge. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je sais déjà là-dessus? Qu'est-ce qu'elle a dit de faire? Dans quel ordre je fais les choses, etc. Et je passe à l'action. Vous voyez, alors, déjà, quand il a fait tout ça, là, le délai, il a été bien... Voilà. Alors ça se travaille, hein, vous vous doutez bien qu'on n'obtient pas... Il ne suffit pas de dire aux enfants, tu fais ça pour qu'ils le fassent, ce n'est pas la question. Ça, c'est l'objectif, et c'est les moyens pour y arriver petit à petit, dans un travail quand même assez individuel. Je ne sais pas ce que je vous ai mis là. J'imagine que... Ah oui, c'est l'arbre magique. Non, je croyais que c'était la petite grenouille. Non, c'est l'arbre magique. Alors, aménager l'environnement, ça on l'a déjà dit. Sobre. Non seulement la classe, mais le cabinet du remédiateur sobre. On peut penser, par exemple, dans un endroit où il y a, par exemple, une classe. Par définition, il y a 25 enfants. Si c'est pas 28, bon, c'est la situation. On peut avoir un petit coin, quand on a un enfant TADA dans la classe, c'est quand même pas facile à gérer. On peut avoir un petit coin avec un paravent au fond de la classe. C'est-à-dire que l'enfant, il est devant soi. Hein, et puis, à certains moments, il va tout seul derrière son petit paravent. Ce n'est pas une punition. On va en discuter de ça. On peut faire pour lui les contrôles à part, dans une pièce particulièrement calme, hein, qui ne va pas être la classe, justement. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont aidés dans certains contrôles par des techniques alors basiques qui consistent effectivement à éviter qu'ils écoutent ce qui se passe à côté, qu'ils entendent, et eux-mêmes le disent, parce que ça les soulage d'une tâche très importante qui est d'inhiber ce qu'ils entendent à côté. Donc on les soulage, j'ai dit l'inhibition c'est pénible, c'est fatigant, c'est actif, hein, a dit Alain ce matin, donc c'est fatigant. Dégager le bureau, y compris le bureau de l'ordinateur, c'est des enfants qui ne doivent pas avoir un bureau de l'ordinateur avec 50 icônes sur le bureau et que je te clique de partout, etc. Ça c'est... les petits pictogrammes de Pierre-Paul Gagné, mais bien sûr, vous pouvez en avoir d'autres. Vous pouvez en avoir d'autres qu'on utilise pour les plus petits, bien sûr. Hein. Il n'est pas question d'humilier des adolescents avec des pictos de cette façon. Vous comprenez bien. Hein. Ben non, mais attendez, vous voyez bien l'ado à qui vous proposez ça. Bon, non. Donc, c'est des choses à faire évoluer, bien sûr, en fonction des jeunes que vous avez en face de vous.
Alors, la mémoire de travail, c'est quand même quelque chose de fondamental. Vous savez qu'on a montré que les performances en mémoire de travail des jeunes sont prédictives de leur réussite scolaire mieux que le QI, mieux que le niveau verbal de l'enfant. Donc, c'est quand même pas un petit truc, si vous voulez, la mémoire de travail pour les apprentissages. La mémoire de travail, c'est donc, là je vais vite, c'est une mémoire transitoire qui contient un faible nombre d'informations et surtout, il faut organiser les informations et comme il ne faut pas trop de choses dans la mémoire de travail, il faut la vider régulièrement. Je vous le refais parce que je suis trop contente. Moi aussi, quand je fais une animation, je suis trop contente. Il faut la vider. Mais bien sûr, il faut la vider des éléments pertinents qui ont déjà été traités. Voilà. Donc, c'est tout un job. Donc, il y a des interactions constantes entre la mémoire de travail, les autres fonctions exécutives et la mémoire à long terme. Alain vous l'a très bien monté ce matin. La mémoire de travail est une instance dynamique. Vous voyez ce que je vous ai fait là? Il faut en permanence savoir quoi garder dans sa mémoire de travail et quoi jeter pour ne pas l'encombrer. C'est ça que ça veut dire. Ça nécessite une anticipation pour savoir quoi jeter, parce que si vous jetez n'importe quoi après et vous jetez des trucs dont vous aurez besoin plus tard, ça ne le fait pas. Et ça, j'aime beaucoup cette formulation de Pierre-Paul Gagné. Moi, ça m'a énormément appris pour en parler aux enfants. Il dit, il faut que l'enfant apprenne à interpréter les signaux internes qui disent quand ça ne va pas. C'est-à-dire ce qu'il appelle l'inconfort cognitif, c'est son mot. Et moi, je le reprends parce qu'il m'a beaucoup plu ce mot-là. Il dit, il y a un moment, quand vous avez trop d'informations, vous en avez perdu. Là, c'est comme une balle dans un jongleur qui fait tomber une balle, à un moment donné. À un moment donné, quand vous êtes débordé par les informations, par vos idées qui vont dans tous les sens, l'enfant ressent quelque chose et il faut qu'il sache reconnaître cette sensation particulière et c'est à nous au départ de le lui signaler. Lui dire, attends, là, t'es perdu, tu vas pas y arriver. Cool, on s'arrête, on recommence. Qu'il reconnaisse cet inconfort cognitif, c'est toujours, c'est dans la prise de conscience, c'est la première étape pour qu'il puisse anticiper comme il faut ce qu'il doit ou non mettre dans sa mémoire de travail. Alors, améliorer la mémoire de travail, eh bien, en fait, il n'y a pas de bon contenu. Tout peut servir à améliorer la mémoire de travail. Absolument tout. Tout, n'importe quel contenu, n'importe quoi. Il faut s'engager activement et il faut avoir surtout un matériel intellectuel. Ça peut être des chiffres, ça peut être des nombres, ça peut être de la motricité, ça peut être de ce que vous voulez, mais qui nécessite de manipuler le matériel. La mémoire de travail, c'est manipuler le matériel. Des mots, des chiffres, des scripts, des stratégies, des scénarios, des problèmes, de ce que vous voulez, n'importe quoi, des parcours, des n'importe quoi. Et il faut que les tâches soient suffisamment complexes, justement, pour que l'enfant soit juste dans la zone limite de ce qu'il peut gérer, ou juste au moment où il va laisser tomber une balle, s'il est en train de jongler. C'est ça la mémoire de travail. Je ne sais pas si je vous parle là. Donc il faut choisir n'importe quel type de tâche, mais où il y a des choses à manipuler et suffisamment complexes. Alors le rôle de l'adulte, c'est de choisir évidemment la tâche et le niveau de difficulté des activités en fonction de ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Ça dépend beaucoup de l'activité que vous proposez. Si l'enfant est très fort en mémoire, en calcul mental, peut-être qu'il va falloir, avec des chiffres, que lui proposer des choses très difficiles. Au contraire, s'il est complètement perdu en calcul mental, il faut que vous imaginez quelle est cette zone où il est presque capable de le faire, mais pas tout à fait. C'est ça. Rendre explicite ses stratégies, ça c'est extrêmement important, lui dire comment t'as fait, et utiliser un langage que l'apprenant pourra réutiliser pour s'auto-contrôler. Donc dans un premier temps, c'est l'adulte qui utilise ce langage. C'est un joli mot, on dit le modeling, en fait, ça fait joli, ça fait assez savant, c'est bien quand même. Je fais du modeling. Mais en fait, ça veut dire, c'est moi qui dis à l'enfant comment il doit s'y prendre, pour que l'enfant, petit à petit, s'empare de ce modèle, c'est ce que ça veut dire, pour s'auto-contrôler. Je vous donne voilà. Donner des ordres à son cerveau en même temps que je regarde, je me parle sur ce que je vois, sur quel est le but, pourquoi on me montre ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je sais sur cet élément-là, etc. Petit quart d'heure, c'est bon. Donc, mettre des mots ou des métaphores sur les actions mentales,
ça doit permettre l'intégration des notions et des règles, ça permet de décrire la stratégie. Vous remarquerez, vous allez faire vous les liens avec ce que j'ai dit sur la planification, on décrit la suite des étapes. Hein, vous voyez que finalement, c'est pas plein de choses successives à faire. En fait, sous plein de c'est un peu la même chose que je dis sous différentes facettes, hein, depuis tout à l'heure. Utiliser le mode d'emploi que se donne le cerveau. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis les choses? Comment je les vois dans la tête? Est-ce que je me raconte une histoire? Est-ce que je me fais un schéma? Est-ce que je visualise une image, etc. Ça doit permettre de lutter aussi contre les pensées intrusives ou la distractibilité. Voilà. Donc, mettre des mots, des métaphores. Moi, j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup les personnages de la méthode Reflecto, donc qui est celle de Pierre-Paul Gagné. D'une part, il a un petit explorateur. C'est très important. L'explorateur, vous voyez, il explore, il sort des sentiers battus, c'est-à-dire c'est la flexibilité mentale. C'est la métaphore pour la flexibilité mentale. L'arbitre, ou le gendarme, ou le contrôleur, vous voyez que c'est celui qui dit les règles, celui qui dit stop. L'architecte, c'est celui qui fait les plans. Le bibliothécaire, c'est celui qui range et qui met en mémoire et qui organise. Hein, le bibliothécaire, il ne met pas en vrac dans la bibliothèque. Hein. Il range et il organise pour pouvoir récupérer l'information. Et donc, le contrôleur, ah ben oui, c'est lui qui dit stop. Je ne sais plus ce que j'ai dit de l'arbitre. Ah ben oui, c'est lui qui évalue, excusez-moi. Hein, avec l'auto-évaluation et l'auto-contrôle sur ce que je dois faire. Alors, ça avait été mis au point pour des jeunes enfants. Et j'ai lu récemment, et ça m'a beaucoup plu, un article que je n'ai pas amené, donc je n'ai pas mis la référence, je suis désolée, mais je vais le retrouver. Il y a actuellement des gens qui travaillent avec des adultes TADA et qui cherchent à avoir, alors évidemment, le même système, c'est-à-dire des métaphores, des personnages métaphoriques pour représenter les différents rôles des fonctions exécutives, de façon à ce qu'ils s'en emparent, mais bien sûr qu'ils ne soient pas enfantines. Et donc, en fait, c'était même des jeunes qui avaient mis ça sur pied avec des petits baratins genre slam. Ils avaient fait des petits slams. Enfin, c'était très très bien fait, très intelligent. Donc là, j'ai pas le. Mais enfin, c'est pour vous dire que vous pouvez vous inspirer de ça pour faire des. C'est pas un modèle, hein, ça. C'est pas voilà. Donc le détective, il choisit les bons indices. Grâce à lui, on est sur la bonne voie. Vous voyez, c'est la sélectivité de l'attention. L'explorateur, grâce à lui, on trouve toujours une solution. On n'est jamais perdu. Vous voyez bien que c'est la flexibilité mentale, la souplesse mentale. Le bâtisseur, pourquoi on avait pris le bâtisseur? Nous, c'est parce que, là c'était le bibliothécaire. Le bâtisseur, parce que les enfants avec lesquels je travaillais dans un quartier un peu défavorisé de la région parisienne ne connaissaient pas le mot architecte. Donc on avait choisi le bâtisseur, qui connaissait. Et donc lui, vous voyez, il choisit les bons matériaux, il conçoit les plans, vous voyez l'idée. Et bien sûr, on avait juste le contrôleur qui s'assurait qu'on respectait les règles, les consignes, les temps, etc. Et donc, ça peut se décliner à l'infini de toutes les façons du monde. Donc, entraîner la mémoire de travail, c'est devenir aussi conscient des stratégies utilisées avec un langage intérieur. Et vous voyez que ce langage intérieur, il permet aussi de lutter contre l'impulsivité, contre l'intrusion d'autres. Enfin, tout ça, c'est la même chose vu sous plusieurs angles. Les adapter au but et gérer le temps. Là, je vous ai illustré, je pense que tout le monde connaît les time timers. C'est extrêmement agréable, ça. Hein, et l'enfant peut visualiser le temps qu'il lui reste ou qu'il a mis. Et là encore, gérer le temps, c'est extrêmement important pour ces enfants. C'est l'enfer, la gestion du temps pour ces enfants. Et on peut les aider beaucoup. Par exemple, avec des petits pictos de ce genre. Là, ça vous paraît, je l'ai fait un peu compliqué, parce que je voulais faire chic, mais je vais vous le faire plus simple. Parce que, vous voyez, on part de ce qu'on est aujourd'hui, bon, mais il y a un problème, on vous raconte une histoire aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on vous raconte l'histoire, vous devez aller sélectionner en mémoire à long terme ce que vous connaissez sur le sujet, sur les personnages, etc. Hein, vous devez faire des liens avec ce que vous avez déjà en mémoire à long terme, MLT. Et faire le lien, donc le rapporter en permanence à ce qu'on est en train de vous dire ou de vous raconter. Et puis, bien sûr, ça vous permet tout ça d'anticiper, de planifier, de programmer, de réorganiser dans l'idée d'un but. Et ensuite, une fois que vous avez ce but, vous l'avez atteint ou pas, vous devez recontrôler, rejuger, avoir un jugement critique, voir si vous avez atteint votre but ou pas,
et contrôler, faire les ajustements. Et vous voyez, par exemple, nous on l'avait fait pas mal et je trouvais que c'était bien. On avait des petits tapis, on mettait l'enfant avec 3 petits tapis comme ça, présent, passé, futur. Et c'était un problème. Aujourd'hui, j'ai acheté, alors je ne sais pas pourquoi, si yaourt, l'enfant il est là, il achète. Et donc, on voit bien que quand on raconte un problème, en fait, il y a un certain nombre. Mais j'en avais déjà 2 packs dans mon. Ça, c'est tout passé. J'avais 2 packs déjà dans mon réfrigérateur. Et la question, c'est combien est-ce que. Et vous voyez, vous allez sur le petit panneau où il y a écrit le futur, etc. Eh bien, vous voyez, ces enfants, ça les aide énormément à ne pas mettre toutes les informations du problème dans le même pack, à ne pas sauter de l'un à l'autre dans n'importe quel sens, etc. Bon, donc ça, c'était pour... Par exemple, là, c'est un travail qui est fait beaucoup par Francine Lucier. Elle demande à l'enfant d'estimer le temps qu'il lui faudrait pour effectuer une tâche donnée. Ça peut être une tâche très simple. Par exemple, c'est un exemple, hein, on peut faire 1000 autres choses, on s'en fiche. Compter jusqu'à 100, nommer 10 parties du corps, épeler à l'envers le mot organisation. Ça peut être une tâche motrice pour aller au bout de ici, pour sauter 10 fois à la corde. Faites ce que vous voulez, on s'en fiche pas. Apprendre à mesurer le temps. Donc elle demande à l'enfant combien tu crois que ça va te prendre de temps. En fait, ensuite on le fait et on chronomètre. Souvent on fait ça à 2 ou à 3, hein, c'est un autre enfant qui chronomètre, etc. Et on regarde le delta, le différentiel. Exactement comme on travaillait le différentiel entre ma propre impression, mon propre jugement sur mon résultat et le jugement de l'adulte. Et c'est comme ça que petit à petit, l'enfant va pouvoir diminuer l'écart entre ce qu'on lui demande, le temps qu'il va mettre, ce qu'il croit qu'il va faire, etc. Donc ça, c'est, voyez le type de travail qu'on peut faire sur le temps. Au total, face à un élève TADA ou des exécutifs, il y a des stratégies d'entraînement qui développent, entraînent et utilisent les fonctions exécutives. Ça, il faut vraiment, et c'est celles-là évidemment, qui vont pas le guérir, qui sait jamais personne, mais qui vont l'aider terriblement, et surtout qui vont lui permettre d'apprendre, parce que c'est quand même le but du jeu. Donc ça, c'est important. Donc la transmission des informations, il faut, c'est-à-dire pour celui qui veut enseigner quelque chose à l'enfant, utiliser le plus possible le multimodal, plein de modalités successives, et s'assurer, non pas qu'on a fait 20 fois la même chose ou que l'enfant a fait, mais que l'information qu'on a donnée a pu être traitée, analysée, comprise, reliée à d'autres, etc. Alors, un petit mot sur ce qu'on appelle la pause métacognitive, c'est extrêmement important. C'est le moment, quand on dit à l'enfant stop and go. Bah stop, c'est bien, mais c'est quoi? Bon. Pendant le temps du stop, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, c'est dur pour lui, hein, c'est un effort, c'est fatigant. Faut pas croire que... Ah, il a qu'à s'arrêter. Non, s'il pouvait, il serait pas tada. Hein, bon. Mais, en même temps, ça doit constituer une pause. Hein, on a parlé d'aversion au délai. Là, justement, on va l'obliger à avoir en permanence un délai de façon à pouvoir mettre des mots sur son projet. On en a parlé tout à l'heure aussi. Mettre un certain nombre de stratégies en langage. Interroger sa banque de connaissances, donc dans sa mémoire à long terme, qu'est-ce que je sais sur le sujet, etc. Avoir peut-être plusieurs perspectives là-dessus, par quelle bout je pourrais prendre l'affaire, etc. Avoir recours à son langage antérieur, comparer le résultat avec son objectif de départ et s'auto-évaluer. Vous voyez que à la fin, il faut aussi s'arrêter, donc ça va faire plusieurs pauses. Ces pauses où je m'auto-évalue, je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on me demandait? Oh ouais, je trouve que c'est vachement bien ce que j'ai fait. Oh non, c'est nul comme d'habitude, etc. C'est des pauses, c'est très important qu'elles s'appellent métacognitives. C'est pas juste j'attends, je fais pas tout de suite. Pendant ce temps-là, il s'élabore des choses fondamentales pour que l'enfant puisse réellement apprendre. C'est pour ça qu'elle s'appelle métacognitive. C'est une réflexion sur la propre cognition de l'enfant. Donc, débuter toujours une leçon, ça c'était pour l'enfant. Hein. Tout ce que j'ai dit là, c'est l'enfant qui doit le faire. Et ça, c'est peut-être pour les adultes. Toujours débuter une leçon ou une séquence de remédiation par un bref rappel de ce qu'on a fait la fois précédente, résumé des épisodes antérieurs. Quand on présente un nouvel apprentissage, on précise dans quel contexte il s'agit. Là, on est en train de faire de la grammaire, ou là, écoute, on fait je sais pas quoi, de la géographie ou je ne sais quoi. Et pourquoi? Dans quel but? Vraiment le mettre de façon explicite, c'est le mot explicite qui est le plus important. Multicanal, on l'a déjà dit.
découper la notion en plusieurs étapes et l'organiser ces étapes par des schémas, des listes, des cartes mentales. Chaque sous-étape est suivie de séances de pratique, par exemple, ou de commentaires à haute voix. Il y a un certain nombre de sous-étapes. Chaque sous-étape doit être repérée par l'enfant. Poser et se poser des questions. Où tu en es? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce qui te reste à faire? Comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu as le matériel nécessaire, etc. Et quelque chose de très très important, qui sont les mini-tests ou les mini-quiz en cours même d'appropriation de la leçon. Donc qui ne sont pas des contrôles pour mettre des bonnes ou des mauvaises notes, ni pour savoir si l'enfant a acquis ou pas, mais qui permettent à l'enfant de garder en tête la notion d'activité. Et ça, le fait de, en cours d'acquisition, reposer tout le temps des questions à l'enfant. Et alors, là, tu es sûr que c'est un adjectif, et qu'est-ce qui te fait dire que c'est un adjectif? Et alors, qu'est-ce qu'on pense si c'est un adjectif? Très bien, ok. Vous voyez, cette espèce... Et vous voyez bien que ça peut servir à beaucoup d'enfants dans une classe. C'est-à-dire que c'est indispensable pour le TADA qui, sinon, ne pourra pas apprendre, mais ça peut être très utile pour enfants. Enfin, quand on fait de l'apprentissage, il y a toujours une période, deuxièmement, de consolidation de l'apprentissage, sans quoi l'apprentissage est perdu. Donc, révision ultérieure, qui est une réactivation neuronale, contrôle, évaluation, et ça veut dire demander à l'enfant toujours à l'avance, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu sais comment tu vas retrouver les informations? Le contrôle, qu'est-ce que tu en penses? Et tu t'auto-évalues. Donc, établir des routines aussi pour faciliter les choses, attirer l'attention, se mettre en projet. Il faut que l'enfant sache en permanence, est-ce que vous utilisez un carton rouge? Est-ce que vous lui tapez sur l'épaule? Est-ce que vous l'appelez par son prénom, etc. Il y a une façon de faire qui est importante. Corriger les erreurs, alors j'ai écrit en temps réel, le plus rapidement possible. Là, c'est le feedback, j'ai dit, doit être quasiment immédiat. Alors, quand on est en remédiation, c'est très facile. En classe, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est vrai pour tous les enfants. C'est-à-dire que quand on fait la dictée puis qu'elle est rendue 15 jours plus tard, on perd beaucoup d'informations. Voilà. Si on fait la dictée et on corrige tout de suite, on a gagné beaucoup de choses. Voilà. Baliser la route, où est-ce qu'on en est dans la planification, questionner, mais ça j'ai déjà dit, gérer le temps. Elle répète tout le temps la même chose. Bon. Et gratification immédiate, puis de plus en plus décalée, bien sûr, quand l'enfant a certaines. Alors ça c'est très important, toujours montrer, expliquer quoi faire et comment faire. Ça c'est important. On ne peut pas juste dire aux enfants, il faut apprendre ta récitation. Eh bien, il faut dire comment on fait pour apprendre une récitation. Il ne faut pas juste dire aux enfants, le but du jeu là maintenant c'est de repérer les adjectifs. C'est comment on repère un adjectif. Alors ça a l'air idiot, mais on dit aux enfants, il faut apprendre la leçon de la page 18. Bah oui, d'accord, mais... Et tout le monde n'apprend pas de la même façon. Faire avec, ça c'est très important, je pense aussi bien pour les parents d'ailleurs que pour les enseignants, mais surtout pour ceux qui font la remédiation, parce qu'après c'est réutilisé par l'enfant en classe. Pratique guidée, on lui montre, on est là, on fait ensemble, puis petit à petit, l'enfant s'empare, c'était le modeling, puis l'enfant fait seul. Structurer le dialogue interne, les étapes, la stratégie, etc. Expliquer à autrui, ça c'est très intéressant, quand on a un petit TADA, de lui faire expliquer à un autre, si vous voulez, qui n'est pas du tout TADA dans la classe, mais qui est beaucoup moins vif. Vous savez, celui qui comprend, mais plus lentement. Et lui, il n'embête personne. Et bien, ça peut être très intéressant de faire, à un certain moment, des petites dyades d'enfants. Et puis, alors, l'auto-évaluation, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que tant que l'enfant ne repère pas bien qu'est-ce qu'on attend de lui et où il en est par rapport à ce qu'on attend de lui, il ne peut pas progresser. Donc, au lieu de dire attendez la leçon, apprenez la leçon, on dit explicitement. Il y en a qui doivent regarder, visualiser, se faire des images. Il y en a qui doivent se parler. Il y en a qui doivent répéter, l'entendre plusieurs fois. Il y en a qui doivent faire le dessin. Il y en a qui doivent surligner. Il y en a qui doivent encadrer. Il y en a... Écoutez, voyez ce que je vous apprends pas, c'est vous savez ça mieux que moi. Si c'est long ou si c'est complexe, vraiment, selon chaque enfant, il faut évaluer chaque enfant ce qu'il peut faire en termes de longueur, de temps de travail successif avant de craquer. Conclusion, vous êtes sauvés. Prise de conscience du trouble. Tant que l'enfant ne comprend pas pourquoi tout le monde l'emmerde, tout le monde lui saute dessus tout le temps, tout le monde l'engueule, tout le monde, y compris les copains. Arrête, tu nous embêtes, tiens-toi tranquille, tais-toi, fais attention. Va dehors, je veux dire, c'est l'enfer. Bon.
Donc, canaliser l'attention, contenir l'impulsivité. Bonjour, oh, là, déjà dit, valoriser les réussites, attention à la fatigue. Bon, allez hop. Quoi, c'était bien? Mais c'est ce que je viens de dire depuis 1h30, hein. Ça, c'est résumé du résumé. Non. Le résumé, non, sauf que... Non. Vous les... Alors, structurer plus, recadrer le vécu émotionnel, structurer plus, établir des routines, travailler par deux, je l'ai dit, ça peut être très intéressant, parce que c'est important aussi que ça ne soit pas tout le temps l'adulte, vous voyez, qui soit... D'abord, parce que l'enseignant, il a aussi quelques autres enfants dans sa classe, de temps en temps, donc il faudrait qu'il s'occupe. Et puis ensuite, parce que... en choisissant bien, hein, quand même, la victime, hein. Et en faisant des échanges, et que ça ne soit pas toujours les deux mêmes, ça peut être très régulateur pour l'enfant. Recadrer le vécu émotionnel. Ça, c'est important, j'en ai pas encore parlé. Si le jeune semble pas motivé par ce qu'on propose, diminuer la charge négative, c'est-à-dire l'appréhension. L'enfant, il ne le fait pas parce que ça fait distracteur exogène. Pourquoi l'enfant s'y met pas aussi? Parce qu'il peut redouter de ne pas savoir, de ne pas y arriver. Donc, diminuer l'appréhension, l'apostrophe appréhension de l'enfant. Le jeune se sent dépassé par un travail trop long, diviser le travail, avoir des attentes adaptées quand même, parce que quand on est à 1000 de ce que peut faire l'enfant, voilà, césure dans le temps de travail, on l'a déjà dit, les pauses variées et faire des activités de détente. Encourager et entraîner l'enfant à se juger et à s'évaluer, évaluer ses propres connaissances, évaluer ses propres procédures, évaluer la difficulté ou non de la tâche, évaluer les objectifs, évaluer le temps qu'il lui faut, évaluer comment lui s'y est pris et évaluer le résultat obtenu. Ça, si on ne fait pas ça avec ses enfants, si on se contente tout le temps de leur dire ça va pas, arrête, refais, fais attention, on n'avancera pas avec ces enfants-là, ils n'apprennent pas. Segmenter, oh non, on l'a déjà dit. Alors non, pourquoi je vous le montre? Parce que figurez-vous que ce livre-là, il est très, Alain Morès, c'est un enseignant. Et donc, il y a un tiers du livre, ou un quart, un tiers, qui baratine tout ce qu'on vous a dit sur les fonctions exécutives. Et puis, il y a les 2 tiers qui sont centrés sur que peut faire un enseignant au collège et au lycée, chez les grands. Je suis sûre que j'en ai au moins vendu un, là, du coup. Hop. Alors, si l'enfant a une vraie multidys, non, arrêtons de dire qu'il est multidyslexie, il a une dyslexie plus un TADA, une dyspraxie. Il faut bien comprendre que on s'en fiche, la dyslexie, dans un premier temps. C'est le trouble de l'attention et des fonctions exécutives qui doit être pris en charge en tout premier lieu. On verra après ce qui reste au niveau de la dyslexie, au niveau de la dyspraxie, au niveau de la dyscalculie. D'abord, le trouble de l'attention et des fonctions exécutives. D'abord, le TADA. Tout le reste ne sert à rien du tout. Et puis, si l'enfant il a un TADA plus une dyslexie, s'il reste beaucoup de choses au niveau de la dyslexie, revoir un peu à la baisse les exigences scolaires, sinon on harcèle ces enfants qui sont horriblement malheureux et en souffrance. Alors, vous allez me dire, là, je croyais qu'elle avait fini. Oui, j'ai fini. Le problème, il est quand l'enfant est ingérable en groupe sur le plan social, parce que même ses copains n'en peuvent plus, même les copains n'en peuvent plus, y compris dans les activités de loisirs. Ils ne le supportent plus. Alors, vous savez qu'on propose le time-out, un temps mort, hein, mais ce temps mort, c'est-à-dire qu'on exclut l'enfant momentanément du groupe. On lui dit, attends, cool, bon, là, c'est plus possible. Bon. Ne doit pas être interprété comme une punition. C'est pas, ouais, j'en ai marre, j'en peux plus, maintenant le couloir. Bon, ce qu'on comprend, hein, parce qu'à un moment, on sait ce que c'est quand même à la fin de la journée, quand il y en a plusieurs dans le groupe. Bon. Mais il faut éviter, voilà, c'est pas le conseil de base. Donc, ce n'est pas une exclusion-punition, c'est au contraire un moment où l'enfant va pouvoir se reprendre pour se réinvestir. Donc, c'est comme ça que... par contre, il faut absolument que ça soit prévu avec lui et qu'on sache à l'avance qu'est-ce qu'on va lui proposer pendant ce temps mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas exclu pour... il est exclu aussi pour ne pas déranger les autres. On peut lui dire hein, que ça dérange tout le monde. Mais c'est aussi lui pour se reprendre et récupérer un petit peu de force et de capacité. Donc ce n'est pas une punition. Ces jeunes bien étayés sont capables d'apprentissage, c'est-à-dire que nous on a maintenant, enfin nous et vous aussi, des tas d'enfants qui ont des TADA, même quelquefois sévères quand ils sont petits, qui ont une très bonne intelligence générale, quelques-uns sont même des hauts potentiels, hein,
et c'est pratiquement ceux qui souffrent le plus parce qu'ils ont une prise de conscience terrible de leur pathologie. Ils sont sans comprendre vraiment ce qui leur arrive. Ils sont vraiment en décalage entre ce qui leur est renvoyé. Et donc, il ne faut pas trop tôt renoncer à une scolarité de très bon niveau. Certains de ces enfants vont pouvoir faire des choses formidables. Donc, le time-out, il faut savoir le gérer. On doit savoir à l'avance où va aller l'enfant, quelquefois juste derrière le paravent, quelquefois dans une pièce à part. Il sait ce qu'il doit faire. On s'est mis d'accord avec le rééducateur, avec les parents, avec l'enseignant. Et l'enfant sait quand il doit revenir dans le groupe. Hein, ça, c'est fondamental. Donc, bon, ça, vous le savez que c'est des enfants qui explosent facilement, justement en groupe. Ça leur renvoie une très mauvaise image d'eux-mêmes. Ils sont très culpabilisés après avoir eu des comportements très négatifs. Et donc, on peut constituer avec eux des espèces de feuilles de route sur les comportements qu'ils ont eus, qu'ils n'ont pas eus, comment ils ont réussi, pas réussi, et le gérer avec eux une fois par semaine, etc. ou pas. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est le moment, je pense, où, quand l'adulte est là, où il faut intervenir pour éviter justement que ça dégénère, que l'enfant ait une mauvaise image de lui, qu'il se sente très culpabilisé et très mal aussi vis-à-vis de ses copains, de ses comportements. Et c'est là où il faut organiser des temps morts. Hein, et qu'il ne le sente pas comme une exclusion, mais comme quelque chose qui va lui éviter quelque chose. Ça, je vais la passer, celle-là, parce qu'elle n'est pas intéressante. Je dis la même chose qu'avant. Ah oui, pourquoi elle rabâche tout le temps, on ne sait pas. Alors, juste un petit mot sur l'âge adulte. Tu as dit tout à l'heure, un petit nombre d'enfants TADA s'améliore. Moi, j'ai mis guérissent, entre guillemets, ils ne guérissent pas vraiment, mais ils s'améliorent suffisamment, finalement, pour pouvoir faire des conférences, vous voyez, bon. Donc, ils survivent. Bon. Mais c'est valorisant, d'une certaine façon, donc on survit quand même. Bon. Et puis, quand même, il faut quand même voir que 80 à 80% deviennent des adultes TADA. Donc, il ne faut pas se leurrer et puis attendre qu'avec l'âge et je ne sais pas quoi, bon. Un diagnostic précoce, un traitement médicamenteux, la remédiation cognitive dont j'ai parlé, métacognitive, l'étayage aux apprentissages, ont un rôle protecteur vis-à-vis de l'échec scolaire. Ces enfants peuvent éviter ou limiter l'échec scolaire si tout ça est bien fait. Les addictions, hein, Alain vous a dit oui, il y a pas mal d'addictions chez les TADA, mais il y en a moins, beaucoup moins, s'ils sont traités, s'ils ont une remédiation cognitive, et s'ils sont bien pris en charge scolairement et qu'ils n'ont pas d'échec scolaire. Et il y a beaucoup moins de conduite à risque, c'est-à-dire de conduite impulsive. Là, c'est accident de la voie publique. Vous savez qu'il y a beaucoup de grossesses précoces, beaucoup de maladies sexuellement transmissibles, beaucoup de tout ce qu'on veut, et beaucoup de jeunes qui font des actes délictueux. Beaucoup moins chez les TADA qui sont traités et qui sont pris en charge à tous les niveaux dans de bonnes conditions. Il est donc très important de permettre à ces jeunes d'avoir une scolarité à hauteur de ce à quoi ils peuvent prétendre. C'est vrai que c'est beaucoup de travail pour tout le monde, c'est très difficile, mais c'est très important. L'insertion sociale et professionnelle dépend de leur niveau scolaire. Donc on ne devrait pas parler des problèmes des TADA adultes, parce que ces problèmes des TADA adultes auraient dû être réglés pendant l'enfance et l'adolescence. Donc c'est pour ça que j'en parle très peu et que vous êtes vraiment sauvés, que ça va vraiment être fini. Parce que le problème, pourquoi est-ce qu'il y a des tas de problèmes de TADA adultes, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment pris en compte à l'âge d'enfance, la petite enfance et l'adolescence. Donc ça dépend de leur niveau scolaire. S'ils ont un bon niveau scolaire, eh bien ils auront un bon métier. Ils vont s'épanouir dans des métiers de la création, la mode, la publicité, le cinéma, le dessin, la musique, l'informatique, la politique, malheureusement oui. Les métiers à risque, ben oui, mais c'est la réalité. Même certains pourront devenir neuropsychologues, je vous le dis. Là, j'ai pas. Mais les métiers à risque ou d'urgence, j'ai marqué, et c'est vrai, vous savez que les urgentistes, ça vous fait peur. Il y en a pas mal qui sont des grands TADA. Et donc, tous les métiers qui permettent de gérer son temps et son activité à sa guise, qui permettent de favoriser un certain zapping qui fait partie du métier. Hein, et ils travaillent souvent, c'est souvent des indépendants, hein, des gens qui travaillent en libéral. Donc là, j'ai illustré certains des métiers que pourraient faire ces enfants. Une fois, si ils ont accès à une bonne scolarité, c'est-à-dire si nous mettons en œuvre ce qu'il faut pour une bonne scolarité. Donc, un tout petit peu de bibliographie, ça on vous l'a déjà dit, on est tellement fiers de nous. Celui-là, là aussi, peut-être que notre auto-jugement n'est pas bien adapté. Celui-là, il est sensationnel, de pratique,
et d'expérience de quelqu'un qui a vraiment l'expérience concrète. Celui-là, c'est celui de Francine Lucier, donc une grande neuropsychologue de Montréal, 100 idées pour mieux gérer les troubles de l'attention. Celui-là, c'est celui d'Olivier Houdet, dont on vous a parlé tout à l'heure, hein, qui disait grandir, c'est apprendre à inhiber. Et celui-là, c'est aussi un programme pour favoriser l'attention des enfants en milieu scolaire. Là, c'est plus ce qui se passe chez les adultes. Je n'avais pas encore le dernier opus qui vient de sortir du service de Monsieur Aubry, donc voilà, je n'ai pas pu le mettre. Mais donc ici, il y a 100 solutions. Je ne sais pas si c'est vraiment des solutions. Moi, je crois qu'il ne faut pas chercher des solutions, hein. Il faut chercher des aides rentables, efficaces. Voilà. Comprendre et soigner l'hyperactivité de l'adulte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Ah, bah, celui que tu as montré, celui-là, il est super. Pas tellement pour comprendre le 10 exécutif, mais pour savoir ce que c'est que l'attention. Voilà. Vous êtes sauvés.